Quand Manon Board a franchi la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous 2024 en première position, mon envie de tendre mon micro à cette athlète exceptionnelle a fait un bond en avant. Manon, elle brille sur les sentiers depuis des années et sa victoire à la Diag est son actualité la plus récente, c'est vrai, mais elle ne vient que confirmer de nombreuses saisons à un niveau excellent. Remplie par exemple d'une 3e place aux Mondiaux de Trail en 2023 ou encore d'une victoire à la TDS 2021. Et puis quand je l'ai entendu parler dans d'autres interviews, il y a quelque chose chez Manon de réfléchi, de sérieux, de rigoureux. J'ai l'impression qu'elle mène certes une vie bien remplie, à 100 à l'heure, que parfois des blessures l'ont rattrapée, c'est vrai, mais qu'elle ne fait pas n'importe quoi, et qu'elle est en constante recherche des leviers les plus pertinents pour elle, afin de performer, tout en prenant soin le plus possible de sa santé physique et mentale. Est-ce que c'est mission accomplie? Je vous laisserai juger dans cet épisode, mais ce qui est certain, c'est que la démarche, elle est là. Bref, au-delà de la Diag, Manon Board a eu la chance d'obtenir un dossard pour la Hard Rock 100 2025. Et ce croisement entre victoire passée et gros challenge à venir m'a amené à prendre rendez-vous avec elle dans l'auberge familiale des Board, en plein cœur du Doubs, pour échanger avec cette athlète qui, malgré son expérience, semble encore en construction. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Mais aujourd'hui, je vous propose de mettre un peu les études de côté pour aller à la rencontre d'une athlète inspirante qui va nous parler avec authenticité du terrain, Manon Board. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Cette marque finlandaise propose du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Et il n'y a pas que moi qui suis convaincu par leurs produits, puisque Manon Board est elle aussi utilisatrice depuis des années et maintenant officiellement athlète Suunto. Donc voyons comment elle s'entraîne, accompagnée de sa race dans cet épisode. Salut Manon, comment ça va? Bonsoir Cyril, ouais, ça va très bien. Bienvenue dans le Haut-Doubs, dans le fief des Board. Écoute, je suis très content que tu m'accueilles. La météo m'a un peu moins bien accueilli que ta famille. Mais écoute, je découvre la région et merci beaucoup parce que l'accueil est quand même super cool. On est tranquille là, on a un petit moment pour échanger. La première question que je voulais te poser pour éventuellement les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors moi je suis Manon Board-Caillé, je suis mariée, j'ai 33 ans. J'habite à 1h15 d'ici, plutôt dans le bas du Doubs, côté de Besançon, à une 30aine de minutes, dans un petit endroit assez calme. Je me suis mis un peu au calme. Je suis diététicienne nutritionniste à Besançon encore actuellement, où je suis cadre. Je gère en fait toute la filière de soins et les situations d'obésité complexe et troubles du comportement alimentaire. Donc, je suis vraiment spécialisée en biopsychocomportement. Et à côté, j'ai une auto-entreprise en tant qu'athlète aujourd'hui, puisque je cours depuis maintenant quelques années. À chaque fois, j'ai envie de dire ça fait 5 ans, mais ça fait 3 ans que ça fait 5 ans, mais là, ça fait peut-être 6-7 ans exactement. Okay. Et je fais de la nutrition du sport sur cette auto-entreprise. Donc voilà, plein de projets, plein de cordes à mon arc et je m'éclate dans le domaine du sport santé et j'adore aussi fouler les sentiers, comme tu le sais. 6-7 ans, 3-4 ans de course à pied, j'ai l'impression que c'est pas exactement ça. J'en reviens après, mais j'ai repris ton parcours depuis le début. La première course, elle était il y a un peu plus longtemps que 3-4 ans, mais on va en reparler après. Aujourd'hui, du coup, ton activité, t'es athlète semi-professionnel et c'est partagé entre une activité diététicienne et athlète. Est-ce que tu es à temps plein sur ton activité ou est-ce que tu as scindé un peu pour un espèce de mi-temps pour pouvoir avoir du temps de faire du sport? Oui, alors c'est vrai que moi, entre guillemets, le haut niveau, j'ai encore toujours un peu du mal avec ce terme-là, m'a un peu rattrapé dans le sens où j'avais quand même une grosse, beaucoup de temps, de temps que je mettais dans le travail. C'est vrai que je suis passionnée par ça et par contre, quand je travaillais pas, je courais. Et là, maintenant, j'ai quand même essayé de trouver un équilibre entre tout ça parce que, à un moment donné, t'arrives aussi à une sorte de fatigue mentale aussi, de faire toujours, d'enchaîner l'un et l'autre. Donc voilà, j'avais toujours ma paire de baskets dans la voiture et puis je me levais le matin avant d'aller bosser pour courir, m'entraîner, puis le soir pareil. Et en fait, ça tient quand même qu'un temps. Donc j'ai petit à petit grignoté sur mon temps de travail en diminuant, donc déjà 80%, et maintenant à 60%. Et comme je te dis, à côté, j'ai beau être à 60% sur mon activité de, entre guillemets, salarié cadre, j'ai encore aussi à côté mon auto-entreprise. Donc l'idée, c'est que c'est pas diminuer l'activité de salariat
a pour augmenter derrière l'auto-entreprise, si c'est pour mettre du temps dans l'entraînement et avoir du temps pour soi, parce que c'est aussi le piège d'être passionné par son boulot. Mais du coup, ça s'est fait progressivement. Et là, pour être assez transparente avec toi, je vais tester cette année une dispo sur mon temps de cadre pour pouvoir me laisser un peu plus de temps déjà retrouver de la sérénité et puis un peu plus aussi de santé dans la récupération. Ça sera pas plus de temps à l'entraînement, mais plus pour récupérer et garder mon auto-entreprise pour garder un pied dans la pratique et parce que comme je te dis, je suis passionnée, donc voilà, on va dire que ça au jour le jour, de saison en saison, ça change un petit peu, ça évolue. Voilà. J'ai l'impression que j'ai souvent entendu avec des invités que j'ai reçus l'idée que quand les personnes sont passées pro, c'est pas tant l'entraînement qui a beaucoup changé, un peu, mais c'est la récupération, la sérénité, et le fait de pouvoir te poser et récupérer en fait. Donc c'est peut-être ce que tu viens de dire. Ouais, tout à fait. Après, voilà, quand tu as tes patients puis que t'es professionnel de santé, t'as aussi du mal à... Enfin, t'es quand même pas mal dédié aussi aux autres et en fait, t'as du temps pour toi, pour prendre soin de toi, mais t'as tout de même du mal de lâcher ta pratique d'accompagnement des autres et de soins des autres. Donc, c'est aussi, sans parler de financier c'est aussi dans mon équilibre de vie important de prendre du temps pour les autres. Et mine de rien, le haut niveau et le sport pro, ça demande aussi d'être un peu plus, entre guillemets, égoïste et nombriliste. Et du coup, j'avais un petit peu du mal avec ça, mais en même temps, j'ai envie de tenter pour voir un petit peu ce que c'est sans être complètement radical sur le fait de tout arrêter du jour au lendemain, mais de garder encore une fois une petite activité pour moi, quoi. Est-ce que dans ta vie, tu as une autre passion, avant qu'on rentre dans le trail, est-ce que tu as une autre passion que le trail, quelque chose qui t'anime et qu'on ne sait pas? Oui, alors j'en ai plusieurs. Je suis quelqu'un qui est passionné par pas mal de choses. Après, je suis quand même assez exclusive, donc ce qui est difficile pour moi, c'est d'avoir... j'ai beaucoup de passion pour pas mal de disciplines, mais aussi des choses comme le voyage. Ça m'a été transmis par ma famille. En fait, j'ai eu la chance d'énormément voyager. Du coup, j'ai une grosse ouverture aussi d'esprit et culturelle et je garde encore aujourd'hui ce besoin de découvrir des autres cultures, de voyager, voilà. Donc c'est pas terrible pour le côté écologique, mais en même temps j'ai envie de profiter de ça, puis d'avoir cette transmission aussi plus tard pour mes prochaines, mes potentiels enfants. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup été bercée par la musique, notamment alors le sport, mais aussi la nature. Donc en fait, il y a la lecture aussi. Enfin voilà, j'ai des parents qui sont quand même assez passionnés par plein de choses et qui m'ont transmis ce goût de productivité, un peu d'être tout le temps un peu dans la découverte et dans l'apprentissage. Mais une chose à la fois. Et là, actuellement, je suis quand même tellement prise par mon métier de nutritionniste et aussi tout le process lié à la santé, la santé mentale, la santé liée à l'entraînement aussi, la physiologie de l'entraînement, que je suis passionnée par ça et que du coup j'oublie un petit peu quelque part tout le reste. Donc voilà, une chose à la fois, mais je sais que si je pouvais avoir 9 vies comme un chat, j'aurais d'autres passions où je me mettrais à fond dedans, ouais, c'est sûr. Elle serait remplie les 9. Ouais. Tu me fais directement la transition avec peut-être les questions que tu connais à l'habitude à la fin de ce portrait un peu général. Tu as parlé de musique et de lecture. Donc il y a 3 questions pour finir le portrait des personnes avant de rentrer dans le trail. Est-ce que tu pourrais nous choisir un livre préféré? Un livre qui t'a marqué? Ouais, alors comme je te dis, j'étais très exclusive depuis une dizaine d'années sur des livres un peu de développement un peu personnel, intellectuel, lié à tout ce qui était santé, nutrition, entraînement, voilà, physiologie de l'effort et tout. Là, quand même, je reviens et des fois, j'ai besoin un peu de me poser puis de me divertir. Et alors, un livre qui m'a marqué, il y en a plein. Le dernier, peut-être, vraiment qui m'a permis de m'évader, parce qu'en fait, c'est ce qu'on recherche dans la lecture ou dans les films ou dans la musique, hein, l'évasion. Le fait d'oublier en fait ce qu'on fait et d'être porté par nos émotions. Le livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Voilà, un livre sur un peu la maladie, l'évasion, le voyage, un peu aussi un amour qui se découvre et puis une personne, enfin en fait là on est vraiment sur un personnage en particulier. Après j'aime bien les livres où on change aussi de personnage, avec une narration des fois qui se déplace en fonction des caractéristiques et des psychologies
humaine à travers différents personnages. Je trouve que c'est des jolis croisements et ça nous apprend aussi pas mal de choses. Je suis très autobiographie et livres comme ça. Après, j'aime pas mal de choses. Par contre, il y a aussi des choses que j'aime pas. Clairement, voilà, les romans à l'eau de l'eau rose ou les livres un petit peu trash, tout ça, j'aime pas trop. Mais voilà, Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, c'est peut-être le dernier livre que j'ai lu qui était vraiment bien. Ok, c'est noté. Est-ce que tu as un film préféré? Un film qui t'a marqué? Ah ouais, oui, alors ça depuis ça fait un bail, hein, mais je le reverrai, Million Dollar Baby avec de Clint Eastwood, hein, qui est réalisateur qui est incroyable, qui évolue en perpétuelle évolution à chaque fois et du coup encore une fois, hein, basé sur l'humain, sur un coach très sensible qui est très dur en même temps et qui a eu une problématique avec sa fille, pardon, et du coup il trouve à travers une nana un peu des rues avec une famille. Enfin, il y a des liens entre interaction familiale et le sport qui nous permet de vivre des émotions. Alors, je trouve que des fois, le sport à la télé ou dans le cinéma, c'est hyper dur de ressentir des émotions fortes, comme on peut le vivre en tant que sportif. Et je trouve que dans Million Dollar Baby, c'est des émotions très différentes, mais ça nous transcende et ça nous prend aux tripes. Et je trouve que c'est un très beau film et j'adore ce film. Ouais, il est vraiment super. Une musique préférée ou un artiste? Alors là, c'est hyper dur parce que j'écoute beaucoup de choses. J'ai été bercée par un peu du rock, du vieux rock, et j'écoute encore beaucoup de vieux groupes. Une adolescence où j'allais beaucoup dans les festivals et dans les concerts de rock et tout, j'adorais ça. Je le fais plus maintenant, pour un peu tout le côté, manque de temps comme on a dit, et puis aussi un peu la fatigue que ça. Mais j'y retournerai un jour, c'est sûr. En ce moment, il y a une copine qui m'a fait écouter Charlotte Cardin. J'aime beaucoup, mais voilà, après ça peut être des groupes comme The Killers, The Cure, tout ça j'aime bien. Musique à l'effort ou pas? Pas trop, non. Par contre, alors ça c'est la petite anecdote, mais sur les ultras, à chaque ultra important pour moi, il y a mon mari qui me fait une petite surprise, il me fait une playlist et sans texte, en fait, des musiques de ambiance. Ouais. Et les 4 heures où je suis un peu dans le mal, il me colle les écouteurs et en fait, il m'a fait la playlist et c'est un petit jeu qu'on a entre nous et je sais jamais sur quoi je vais tomber, mais notamment à l'UTMB cette année, la playlist elle était monstrueuse, hein, c'est magnifique et ouais, j'aime bien comme des musiques de films aussi ou les musiques épiques. Magnifique, et en plus il connaît mes goûts, donc c'est parfait. Je te propose qu'on rentre dans le portrait de Trail, qui est la raison principale pour laquelle on se retrouve. Alors j'ai tiré un peu ton portrait, je vais le présenter. J'ai peur. Si jamais je me suis trompé, tu corrigeras. J'espère ne pas trop m'être trompé. Bon, pour l'instant, Team Oka, depuis 2022, c'est pas trop compliqué à trouver. T'as d'autres partenaires, j'ai noté Sunto, qui est également partenaire du podcast, NAC, Leki, Be-Light, Groupe JMJ, les Bassins Fermiers, Aroma Comtois, Nutravance, les œufs coquilles. T'es entraîné par Philippe Monnier-Benoît. Tout à fait. T'as un UTMB index de 756, une cote ITRA à 771. Bon, ça fait mal. Elle est descendue. Puis l'année dernière. Ça va. Je trouve que ça va, ça reste une cote correcte. Depuis ton premier trail en 2017, tu as terminé 42 courses référencées. Peut-être plus, mais en tout cas 42 référencées par l'ITRA. Tu as une consistance que moi je trouve extrême aux meilleures places. En fait, j'ai compté, parce que les positions m'ont sauté aux yeux. J'ai dénombré 11 résultats au-delà des 3 premiers, et donc 31 podiums. Sur 42 courses, 31 podiums. C'est quand même un bel enchaînement de résultats. Tu as beaucoup de courses sur des formats entre 50 et 100 km, j'ai l'impression, avec de plus en plus de formats ultra au fil du temps. On va revenir dessus par la suite. Tu as beaucoup de résultats impressionnants, j'en ai sélectionné quelques-uns, j'espère ne pas en avoir raté, mais tu pourras rajouter. Une première victoire en 2017 à la moins hard de la montagnarde. Tu as fait 2e au Verbier Saint-Bernard 74 en 2018, que tu remporteras en 2022. Première à la Swiss Peak 90 quelques semaines après, en 2018. 2e au Mute 2019, format 80. 4e au 90 du Mont Blanc en 2019. 2e au Championnat de France long en 2023. 3e au Championnat du Monde en solo. Première en équipe. Première au Mute 2023. Peut-être un des résultats les plus impressionnants, première à la TDS en 2021, la petite sœur de l'UTMB, et première à la Diag en 2024. Ça, je pense que tout le monde l'a vu passer. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les courses, il n'y en a qu'une seule qui semble te résister, sur laquelle on reviendra peut-être, c'est l'UTMB, avec un DNF et une 20e place cette année, qui semble en fait assez éloigné de ton niveau habituel. On en reparlera peut-être par la suite. Est-ce que j'ai oublié un résultat important pour toi ?
Je sais pas si tu l'as dit, mais 3e au championnat du monde en 2023. Ouais, je l'ai dit. Et ouais, alors pardon. Et c'est, alors on va dire, la 3e place, c'était incroyable dans le contexte, mais surtout la victoire par équipe. Cette course, elle était juste dingue et voilà, on a vécu des émotions. Enfin, moi, sur une ligne d'arrivée, j'ai rarement vécu des émotions si fortes. Et quand elles sont partagées, et quand on sait aussi que derrière, les filles sont revenues pour justement aller récupérer la première place, c'était voilà, on donnait vraiment le meilleur pour l'équipe. Et en fait, à aucun moment tu penses individu. Et je pense que c'est un des plus beaux résultats que j'ai fait et la course dans laquelle je me suis sentie la plus engagée aussi. Voilà, je partais un peu en mission dans cette course et j'ai rarement eu une compétitivité autant que sur cette course. Mais oui, comme tu l'as dit, ouais, ça fait bizarre d'énoncer le palmarès. Je vois que ça fait quand même pas mal d'années que je cours et en même temps, 2010. ça fait plaisir, ouais. Et des courses qui ont été juste grandioses. Enfin, des magnifiques courses. Le mule, j'adore. Donc. Tu peux nous rappeler qui y avait parce que dans mes souvenirs, c'est Marion Delépierre qui remporte. Toi, tu fais 3e. Il y avait qui au milieu? Eh ben, il y a Katarina Arnout qui est avec moi chez Oka et ouais, on a vécu un moment fort lors de cette course qu'en fait je l'ai doublée et en fait après derrière elle m'a redoublée parce que j'étais malade et je vomissais derrière et on a eu un petit jeu et hyper sympa. Enfin, c'est une fille qui est extra et qui a un gros niveau et qui s'entraîne en autonomie depuis des années et elle va monter en puissance. Ouais, qui est une coureuse vraiment impressionnante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé sportif? Comment est-ce que tu es arrivée au trail? Alors moi j'ai un passé, en fait le sport a toujours fait partie de ma vie, pas que j'ai envie de dire en tant que sport compète, mais c'était plutôt pour moi un moyen de m'exprimer parce que j'ai quand même une grosse hyperactivité, une activité que j'ai toujours eu un petit peu, et puis j'adorais l'extérieur et tout, donc et puis j'ai toujours vu mon père partir s'entraîner tous les jours de ma vie, donc il m'a un petit peu inculqué ça et l'essence et le plaisir d'être dehors, mais aussi de s'entraîner, en fait, d'être productif, de l'image du corps et voilà. Alors du coup j'ai fait du judo, étonnamment, j'étais intérieure, enfermée dans un dojo, mais en fait les valeurs de ce sport et puis la rigueur et tout ce que j'ai retrouvé dans l'entraînement et j'ai eu aussi un entraîneur qui a été très cher et qui m'a aussi fait passer pas mal de choses. Voilà, j'ai eu des liens forts. Je marche pas mal au plaisir et aux humains et à l'entourage, donc ça a été aussi une discipline où je dormais judo, je mangeais judo, je vivais judo, voilà. Et malheureusement, j'ai eu une blessure importante et je faisais aussi du ski de fond en parallèle, donc ça m'a permis aussi de voir que voilà, je me passionnais aussi pour d'autres sports. Et puis après, j'ai continué à faire du sport pour moi jusqu'à découvrir vraiment le trail en tant que pratiquante quand je me suis installée à Besançon. C'est pas forcément à travers la pratique de mon père que je voulais remettre des dossards, mais c'était vraiment en rencontrant des copains qui couraient et qui m'ont un petit peu embarqué dans leur délire de course. Et en fait, je me suis retrouvée un second souffle à remettre des dossards parce que très vite la compétition elle me stressait quand même pas mal et puis j'en ai fait peut-être aussi pas mal quand j'étais jeune, voilà, avec peut-être un esprit de compète qui était en train de se forger et pas tout à fait voilà, j'ai jamais voulu battre les autres, moi j'ai toujours voulu me battre contre moi-même et j'avais un problème un peu avec moi-même sur la période adolescente, donc on va dire que j'avais déjà des choses à régler avant d'être bien dans mon corps et dans ma tête pour être bien derrière une ligne de départ, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même, tu le soulèves là, mais il y a quand même une grosse différence, je trouve, dans l'adversité ou dans la compétition entre le judo, par exemple, et la course à pied. Ça change en fait qu'il y a un classement en premier, deuxième, troisième, donc des gens versus d'autres gens, mais quand tu cours, tu penses beaucoup quand même à toi et à essayer de donner le meilleur de toi-même. Tu penses pas, t'y penses forcément, mais t'es quand même beaucoup centré sur toi et pas tant sur les personnes qui sont devant, contrairement au judo où t'es face à la personne et tu combats, quoi. Et c'est justement peut-être pour ça qu'à l'UTMB ça se passe pas bien, parce qu'en fait il y a quand même quelque chose dans cette course où on est quand même plus regardé et regardant, et on est moins centré sur soi et en fait c'est aussi ce qui nous crame un petit peu les ailes. Alors quand t'es dans un bon jour, ça passe, et par contre si t'es trop centré sur les autres et puis que stratégiquement t'as entendu aussi depuis des mois ou des semaines il y aura tel, et en fait tu sors un petit peu de ton schéma que t'as l'habitude de mener et c'est peut-être ça en fait la clé sur ceux qui réussissent pas forcément l'UTMB, mais oui, le centrage sur soi, et puis surtout ça nous permet aussi
de se connaître très très bien. Et moi, le sport, à travers pour moi, la course à pied, c'est le meilleur sport pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître son corps, parce qu'on va quand même toucher des limites qu'on décale petit à petit. Et c'est un sport passion, parce qu'on passe aussi beaucoup d'heures à l'entraînement avec soi-même. Donc il faut s'aimer un petit peu aussi quand même, ou en tout cas s'autoriser à être suffisamment dans la connaissance et dans l'expérimentation aussi. Donc voilà, un sport qui est neuf. Quand tu t'entraînes des heures, t'as le temps de penser à toi, à dénouer. C'est un invité qui le disait il y a pas longtemps, mais je me souviens plus lequel. Quand tu passes des heures à t'entraîner tout seul, t'as le temps de dénouer des pelotes de laine que peut-être t'as toi avec toi-même depuis des... C'est très ambivalent au niveau cognitif, parce qu'en fait, quand on court, on est... je sais pas si tu as déjà remarqué, mais en fait, toutes les pensées négatives, positives, il n'y en a plus. En fait, on n'a que des pensées qui viennent, qui partent. Et en fait, il y a pas on n'est pas observateur jugeant pour soi-même. Polarisé, quoi. Ouais, tout à fait. Et en même temps, on peut être aussi un peu en mode hypnose, où en fait, on a l'impression qu'on pense plus. Donc, soit on est dans l'hyperactivité cérébrale et qu'en fait, on pense à plein de choses. Enfin, moi, je me suis déjà vu prendre le départ de certains ultras en me disant, bon, là, faut que tu règles ça dans ta vie, ou là, faut que tu prennes cet ultra-là en toi, j'imagine, je sais pas, moi j'avais mon mariage par exemple en 2019, puis il y avait des choses où j'étais pas tout à fait au clair avec ce que je voulais, et j'avais pris le 90 du Mont Blanc comme moyen aussi de à un moment donné, dans les phases où je suis un peu plus en mode pilotage automatique, je vais régler peut-être des petites choses par rapport à, et me recentrer sur autre chose en fait. Et en fait, tu vois, on est très dans la pensée, dans le cognitif, et en même temps on peut être aussi des fois très dans la contemplation. Ouais. C'est très particulier comme je suis d'accord schéma. avec toi. Est-ce que tu notes un moment important dans ta carrière sportive, un virage, quelque chose qui a marqué un avant et un après? Ouais, alors peut-être pas qu'un. Bon, après carrière, c'est peut-être un grand mot, mais oui. Alors tu l'as noté, en effet, je crois que ça fait depuis 2018 que je cours, 2017-2018, vraiment des dossards. À partir de 2019, je m'appuie sur Philippe, que tu as cité, pour l'entraînement. Et en fait, ça m'a permis de m'intéresser vraiment à la dynamique d'entraînement et de performance. Donc de 2019 jusqu'à 2021, il y a vraiment quelque chose de un petit peu un apprentissage, et aussi déléguer et aussi faire confiance à quelqu'un d'autre pour ça. Une grosse découverte de moi-même aussi grâce à lui, il faut le dire quand même. Hein. Et il m'a permis de vivre de me rendre compte aussi que j'avais un bon potentiel mental et physique. 2021 avec la victoire à la TDS, où je me suis sentie complètement phénomène de l'imposteur, et en fait là je me suis quand même découvert des capacités quand même je suis capable aussi de rivaliser parmi les meilleurs, et je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été la première surprise, et puis après j'ai traîné un peu le syndrome de l'imposteur, parce que j'avais peur de pas comme si j'avais peur de me retrouver à nouveau confrontée à des courses où j'allais peut-être pas concrétiser, et en fait en 2021 2022, il y a eu des super belles performances. Et alors 2023, ça a été un peu mon année où, je sais pas, j'avais l'impression que... Enfin, c'est pas que rien que pouvait... Mais j'avais un tel plaisir à m'entraîner et dans ce que je faisais. Et j'ai vraiment fait une année pleine. Et en fait, j'ai eu malheureusement des coups durs. Parce que l'année, par exemple, 2023, j'ai eu quand même ma déchirure du mollet juste avant les mondiaux, juste après le mute. Et c'est dommage, parce qu'en fait, aux mondiaux, et en fait, quelque part, peut-être que ça m'a servi pour les mondiaux en me disant, là, je suis derrière la ligne de départ, et en fait, c'est déjà gagné pour moi, les mondiaux. Je suis au moins prête à courir pour l'équipe et en santé, alors qu'il y a 3 semaines en arrière, c'était très, très indécis. Et l'UTMB, où je fais un début d'UTMB incroyable, où j'étais derrière Courtenay, à la 2e place, et je volais ce jour-là. Enfin, j'étais dans un état d'euphorie, où je prenais un régal monstrueux, et en fait j'ai tapé une racine et je prends une gamelle incroyable au 110e kilomètre, et en fait où j'abandonne à Fouly. Et ça a été très dur, parce qu'en fait j'étais en train de vivre vraiment une course que je maîtrisais, et moi j'ai besoin de maîtriser les choses et les éléments pour être bien ancrée dans ma course, et j'ai jamais retrouvé ce sentiment-là. Mais voilà, 2019, 2021 et 2023, il y a quand même pas mal de tournants. Et j'espère cette année reprendre un autre tournant en découvrant des courses peut-être un petit peu plus intimistes, revenir un peu à l'essence de la montagne et des choses un petit peu plus... ce qui me correspond, un petit peu moins de pression ici, puis trouver aussi de la sérénité, comme je t'ai dit, dans ma vie, pour retrouver aussi une santé, parce qu'il faut dire aussi que je suis quand même particulièrement surmenée physiquement et mentalement depuis quelques mois, de par mes diverses activités. Donc j'espère avoir un 4e tournant à donner à mes saisons. Voilà.
Ouais, c'est un point que je voulais aborder plus tard avec toi, ces activités. Donc, en tout cas, je garde ce que tu viens de dire pour un petit peu plus tard, mais en tout cas, ça se voit que tu fais plein de choses et que peut-être ça impacte plus ou moins ta carrière sportive. Carrière, excuse-moi si le terme te dérange, mais moi, je le trouve tout à fait approprié. Si je te demande aujourd'hui, c'est quoi ton profil de course? Ta course parfaite en termes de distance, dénivelé, terrain, ce serait quoi pour toi? Ah bah ça, Qu'elle existe ou pas? Ouais, très facile. Entre 80 et 120 km en termes de distance, avec des pourcentages, des ratios, des plus des moins assez importants. La perfection pour moi, c'est 90 du Mont Blanc. Alors, quand je fais 4e en 2019, il m'est arrivé une sacrée anecdote de course. Je pense que c'est assez. Je l'ai pas raconté à grand monde, mais en fait, je suis passée de la 2e place à la 4e place et vraiment, je fais une course avec une capacité d'adaptation, ce qui m'est vraiment arrivé un truc assez particulier. Et quand même, je fais une des plus belles. Enfin, voilà, j'avais quand même je fais une jolie prestation physique et mentale ce jour-là, malgré la demi-heure d'arrêt que je donne de par le petit pépin qui m'est arrivé. Mais c'est un peu profil de 90 du Mont Blanc, profil TDS, c'est pas mal aussi, 120, 140 km. Mais voilà, profil montagneux, escarpé, dur, où il faut quand même marcher, être besogneux, être patient. Alors pourtant, mon gros défaut, c'est la patience, mais en fait, sur ces courses-là où il faut être patient et puis faire un petit peu confiance aussi à ses quadrilles, à ses ischios sur l'enchaînement des plus des moins, ou une Swiss Peak, en fait, un 90, un 170 ce type un petit peu de terrain-là, avec des cailloux, avec un peu rugueux, un peu et un petit peu d'altitude aussi, parce que j'avoue que j'aime bien aussi. Moi, j'ai besoin aussi d'être bien dans l'environnement pour m'éclater. Et j'aime bien un petit peu ce terrain-là, un petit peu difficile, mais en même temps un peu agressif comme ça, mais où je me sens vivant. Là, tu parles de format 90-120, et pourtant, dernièrement, tu t'alignes plutôt sur des formats plus longs, plus gourmands, l'UTMB, la Diag des Fous, la Hard Rock sur laquelle on va revenir. Est-ce que tu as un intérêt grandissant pour ces formats vraiment ultra, ou est-ce que tu as envie de les tester, mais ton cœur il reste sur les formats un peu plus courts que tu viens de mentionner? C'est d'autres éléments un peu qui me plaisent dans l'ultra. Déjà, j'adore passer une nuit entière dehors et voir un peu le lendemain comment le corps y réagit. J'ai aussi une hyper-sensation, une hyper-connectivité à la nature quand je suis plusieurs heures dehors. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal quand je reviens à ma vie, entre guillemets, ma vraie vie et ma vie pro, parce que en fait, j'ai encore ce besoin d'être encore un peu en flottement dans la nature, et je pense que c'est à travers les émotions, mais aussi les sensations, la connexion que tu vis. C'est dans la foulée, c'est dans la mécanique de course, mais c'est aussi dans les sensations de nuit, d'odeur, de ressenti, de sensorialité, de texture et tout. Et ça, dans l'ultra, c'est décuplé, en fait, parce qu'avec la fatigue, avec le sommeil, avec les émotions, tu le vis moins sur une journée. Alors bon, désolé, mais quand tu fais 80, 90 km, 100 km, ça passe sur une journée et t'es moins transporté, ça dure moins longtemps derrière cette déconnexion. Et en fait, dans l'ultra, je cherche ça, et je cherche aussi un peu de... je me teste aussi parce que je sais que j'ai un petit défaut aux alentours des 140, 150 km. Mon corps manque un peu de robustesse, je le sais. Et j'ai aussi 3 petits trucs en santé qui font que je travaille aussi aujourd'hui pour être capable aussi de durer plus longtemps à une certaine vitesse et musculairement être forte pour durer sur ultra. Mais du coup, c'est plutôt aussi la recherche un petit peu de voir ce que je peux optimiser pour voir si je suis capable d'aller au bout des fois de distances pareilles en étant pas trop dans le dur. Voilà. Alors quand tu vois ma fin de Diag et quand tu vois ma fin du TMB cette année, c'est sûr que je pense que je suis pas encore faite actuellement pour ça. Je suis pas mûre, mais voilà, je suis loin d'être expert dans l'ultra, mais je me teste et j'ai envie de voir ce que ça donne. Après, quand je vois aussi le père sur un arrivé de Tor des Géants, ça me donne pas trop envie par contre. Mais en tout cas, sur 1 ou 2 jours, ça me donne envie de voir comment je peux améliorer ces curseurs-là, ouais. Je te propose de conclure ce portrait avant de passer à comment tu t'entraînes, avec des petites questions comme livre, film, musique préférée, mais plutôt sur le matériel de trail et ce qui tourne autour. C'est quoi ta paire de chaussures préférée aujourd'hui? Waouh. Alors, chez Oka, on a la chance, bien sûr. Alors là, sans hésiter, d'ailleurs, je vais le dire, j'ai rarement
J'ai testé quelques autres marques il y a de ça quelques années, mais vraiment, je courais déjà chez Hoka et j'ai jamais réussi à même faire un footing avec une autre paire de chaussures. Enfin, c'est vraiment voilà. Et Hoka, ils ont une gamme de chaussures qui est quand même très variée. Donc en fait, je peux même pas te citer une seule paire. Alors même si les profils de course que j'aime, comme tu l'as entendu, montagne et tout, ben moi, ça serait la Mafate Speedcat, où vraiment j'adore cette chaussure. Enfin, et je l'ai portée à la Diag, je l'ai portée à la TDS, il y a quelques années, l'ancienne version de la Mafate. J'ai couru à l'UTMB sur la fin, la deuxième partie de course à partir de Courmayeur avec. J'adore cette chaussure. J'aime aussi beaucoup la Zinal. J'aime aussi les chaussures de route comme la Rocket X, voilà, pour travailler un peu la vitesse que je fais actuellement sur une prépa semi un petit peu. J'adore aussi les sensations que ces chaussures un petit peu plus minimalistes procurent. Voilà, après j'aime bien la Tecton aussi. Enfin voilà, beaucoup de chaussures variées à mon pied. J'aime bien varier, j'aime bien changer. Un aliment en course préféré? Quelque chose qui te fait plaisir à manger? Aïe, aïe, aïe. Alors en course, vraiment, qui me fait plaisir, aucun. Il n'y a aucun plaisir, mis à part la ceinture. Vraiment, c'est le seul plaisir. Non, vraiment, comme je te comprends. C'est difficile, ouais. Non, pas plaisir. Par contre, à la Diag, c'est vrai que j'ai expérimenté un peu les sushis. Et à un moment donné, j'avais très, très faim. Alors, pas du tout envie de manger, mais vraiment une faim qui était assez importante, que j'ai ressentie pour la première fois sur la Diag, parce que je pense que là, vraiment, j'ai tapé quand même loin dans les réserves. Je mange très peu, hein. En course, c'est pas terrible. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais les sushis végé là que mon mari m'a amené, ça m'a fait vraiment du bien et je sentais que c'était quand même assez consistant et en même temps ça tamponnait un peu l'estomac, donc mais non, ceinture, ouais, eau gazeuse. Je te comprends tellement sur ma chérie pourrait témoigner sur l'UTCAM à Nice. Bon, c'est 15,75, hein, mais j'étais en train de rôtir en plein soleil à 13h. Et je me souviens que j'ai eu une montée entière de 700 mètres. Je pensais que à la Rosana. Pareil, ça a le même goût. Et je me disais, mais j'ai tellement hâte de retrouver une bouteille de Rosana qu'elle avait avec elle et j'ai fait l'erreur de la descendre en entier. Oui, alors. Donc j'étais plein d'un litre d'eau. J'ai rien bu pendant encore 1 heure après, mais je rêvais vraiment de cette eau salée, quoi. Je te rassure, ça m'est aussi arrivé de descendre des demi-bouteilles de ceinture et puis malheureusement de regretter plus tard. Mais encore une fois, je pense que c'est une histoire de sensation en bouche et dans l'estomac où ça nous fait du bien. Le coca, je déteste ça et des fois un coca, ça fait du bien. Enfin, ça nous remet en place. On n'en boirait pas un là de suite, mais des fois, après une sortie ou pendant une course, tu dis « Ah ouais, en fait, ouais ». Tout à fait. Avec Manon, on vient de parler de l'alimentation en course. Et comme cette nutrition, il faut bien la transporter, c'est le moment pour moi de vous parler d'un partenaire de cette saison 2 du podcast, Wize. Wize, c'est une marque imaginée par et pour des ultra-trailers qui veulent combiner performance et éco-responsabilité avec des produits pensés pour nos besoins sur les sentiers jusque dans les moindres détails. Leur nouveau cuissard, le Half Tight, résume parfaitement cette philosophie. Il associe une matière hyper élastique pour un confort maximal en mouvement, une ceinture minimaliste qui ne comprime pas le ventre et surtout, des rangements intelligents. Une poche à l'arrière pour une flasque de 500 ml, une poche latérale pour de la nutrition, une poche sur la cuisse pour le téléphone, le tout en seulement 85 grammes sans couture gênante parce qu'ils ont choisi une finition découpée au laser. Pour découvrir ce Half Tight, je vous propose de vous rendre sur le lien qui est en description de cet épisode. Et maintenant, retournons à cet échange avec Manon. Un aliment en récup préféré? Qu'est-ce que tu as envie de t'envoyer après une course ou un gros entraînement? Ouais, alors je vais pas faire rêver grand monde, mais en même temps ça me fait tellement du bien, j'adore ça. Une bonne omelette dans un refuge avec une salade ou alors une pizza végétarienne avec beaucoup de légumes, de la roquette, les tomates confites. Ah ouais, ça c'est la vie. D'ailleurs, je mangerais bien ça tout de suite. Là, j'ai un bon coup de fourchette, mais je suis quand même j'aime vraiment bien manger. En fait, c'est assez facile pour moi de manger bien parce que je mange très sain et beaucoup de légumes, beaucoup de choses comme ça. Mais en même temps, c'est ce que j'aime. Et après les courses, j'ai pas trop de cheat meal. Hein. C'est vraiment omelette, pizza, une assiette de riz. Un bon risotto. C'est parfait. Est-ce que tu as un parcours préféré, un endroit où tu adores aller t'entraîner régulièrement? J'adore le Valais. Okay. Par contre, régulièrement, je peux pas dire que j'y vais régulièrement parce que c'est quand même, il y a quelques heures de route, mais j'adore la vallée de Chamonix, le Valais. Et puis par contre, ici, on a quand même un joli terrain de jeu, massif jurassien sur la partie franco-suisse. Le creux du vent, le Chassemont, l'hiver, l'été, c'est magique. On peut voir des bouquetins. On n'a pas les marmottes des Alpes, mais on a des jolies petites bêtes aussi. Donc c'est... Ouais, mais j'ai vu ce matin, au moins 6 ou 7 en allant courir là où ton père m'a donné une trace. Ouais, c'est ça. Et j'en ai vu au moins 6 ou 7 de bouquetins et chamois. Je pense que c'est des chamois.
Non, Ouais, pas des ici, chamois. alors Non. les bouquetins, on en a plutôt du côté du Creux du Vent et puis du Chasseron. Il y en Ce a que pas j'allais dire, au je pense que Fond du c'était Doubs, plutôt des mais biches. Je ouais, pense que c'était plutôt des t'as biches. beaucoup de chevreuils et puis de chamois. En effet, il y a beaucoup de chamois aussi ici. Même s'ils redescendent un peu en plaine, nous, du côté de Besançon, on en a de plus en plus. Mais ouais, j'aime bien voilà, ces coins-là. Est-ce que tu as un sommet que tu adores? Un point de vue ou un sommet qui te fait vraiment du bien? Tous les ans, avec mon père, on fait la Dent-de-Morcle, voilà, du côté suisse, pas loin de Montreux. J'aime beaucoup ce sommet-là. Après, j'aime aussi beaucoup le sommet de Catonne, mais là aussi côté suisse. Et puis le Catonne français, voilà, du côté de au-dessus de Valorcine est très joli. J'adore les sommets, mais après, il y en a plein. Ouais, le Mont Buet aussi. Enfin, tous les sommets de la vallée de Chamonix, côté sud, côté au balcon nord aussi. Il y a des jolies petites crêtes, des jolis petits points de vue. Donc, Un meilleur souvenir en trail, si tu dois en garder qu'un seul, ce serait lequel? J'ai une petite idée, mais je veux pas te spoiler. c'est hyper difficile. Je pense quand même que les championnats du monde à Innsbruck, c'est un des meilleurs souvenirs parce que, encore une fois, c'est collectif, partagé. C'est comme si j'avais gagné. Enfin, franchement. Et puis bon, on a gagné d'ailleurs avec les filles là, mais là, il y avait des émotions vraiment particulières et une connexion particulière avec l'environnement parce que Innsbruck, c'est vraiment l'environnement que j'adore. Il y a des très beaux sommets d'ailleurs là-bas. Et puis, bon, on a vécu des émotions fortes avec toute l'équipe de France. Donc ouais, je dirais Innsbruck. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as une ou un athlète qui t'inspire particulièrement, quel que soit le sport? Je suis pas quelqu'un de fan. Par contre, inspiré par des athlètes, oui. Moi, c'est plutôt quand même les athlètes. Alors, c'est peut-être un peu étonnant, mais oui, c'est sûr que Katy Schine, elle me fait rêver. Mathieu Blanchard, quand je vois ce qu'il a fait à la Diag, moi, ça me fait juste halluciner. Mais c'est pas vraiment les personnes qui m'inspirent le plus. Moi, ceux qui m'inspirent, c'est Marion, qui est une bonne copine, qui est médecin, maman aujourd'hui, qui continue à être très performante et qui est dans une démarche de performance. Moi, ça me fait rêver parce que c'est quelqu'un qui a une vie, entre guillemets, normale et qui, à côté, essaie d'optimiser plein de petits curseurs pour continuer à être dans le coup. Et voilà, c'est plutôt les profils comme ça qui me font rêver. Voilà, tu as cité Martin tout à l'heure. Martin, c'est vrai qu'il a travaillé aussi jusqu'à présent. Donc, ceux qui arrivent à avoir différentes palettes de projets et différentes vies dans leur... et puis qui ont une vie aussi sociale, familiale, professionnelle et sportive, je trouve que c'est assez inspirant. Voilà, mon père, il m'inspire aussi beaucoup. Et j'espère être aussi dans le même état de forme et d'inspiration que lui, et être autant dans le plaisir, même à 60 ans. Voilà, j'ai plein d'inspiration. Je te propose qu'on passe à comment tu t'entraînes, qui est un élément, une partie qui m'intéresse particulièrement. Le but, c'est de décortiquer un peu comment tu approches l'entraînement, même si c'est assez compliqué parce que ça dépend des événements, ça dépend de plein de choses. Je te propose de commencer un petit peu avec une sphère un peu simple et basique de l'entraînement, on va dire le volume d'entraînement, la quantité d'heures, de kilomètres, de dénivelé que tu fais. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, que tu comptes en heures, en distance? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu laisses à ton entraîneur et toi tu veux pas savoir? Comment tu approches cette sphère-là? Alors, j'ai quand même un rapport au sport j'aime beaucoup passer du temps dehors, faut le dire. Moi, c'est pas pour rien que je fais de l'ultra. Je pense que je m'ennuie pas beaucoup. En entraînement, je ne m'ennuie jamais. C'est rare que je traîne la patte, d'ailleurs, surtout pour les sorties longues. J'adore ça. Après, je sais que je rentre avec le travail que Philippe fait, je rentre aussi dans un process de planification et que quand il me met 3-4 heures ce jour-là, c'est pas pour rien, c'est que le lendemain, il y aura peut-être une sortie un peu plus spécifique. Et me suis un peu cassé les dents au départ parce que j'avais un peu du mal à rentrer dans cette... en fait, je m'écoutais un peu trop dans le plaisir et en fait, je rajoutais facilement 1 heure, voilà, par-ci, par-là, parce que c'était trop bien, parce que ce matin, il y avait une belle lumière, parce que là, j'avais envie d'aller courir à jeun pour me dépenser avant d'aller bosser, parce que je savais que la journée, elle a été dure, et en fait, le lendemain, je le payais, le surlendemain, parce que, en fait, il est aussi, lui, quand même assez gourmand en heures, hein, c'est pas quelqu'un voilà, il met la bonne dose, hein, il met ce qu'il faut, et c'est sûr que si tu rajoutes, par contre, très vite, tu peux ressentir une fatigue exacerbée. Donc, je me suis fait un peu avoir, j'essaie de me cadrer par rapport à ça, mais j'aurais tendance à en faire plus. Donc, moi, je ne regarde pas trop. Par contre, facilement, je peux faire un petit peu plus, donc j'essaie quand même d'être vigilante par rapport à ça. Et on discute énormément avec lui pour que ma fatigue, que ça soit l'élément qui fait qu'il va adapter et gérer un petit peu ma charge d'entraînement. Et je suis quand même demandeuse aussi de grandes sorties, grandes bambées sur plusieurs jours, en itinérance et tout. Et ça, des fois, il essaie de me freiner un peu, mais en même temps, c'est aussi pour ça que je cours. Donc voilà, je peux pas dire que je regarde, mais j'essaie d'être vigilante pour pas trop en faire. C'est très bien comme réponse.
Est-ce que tu travailles des intensités d'une certaine façon? Est-ce que tu as des grands cycles dans l'année où tu bosses beaucoup? Là, tu viens de dire que tu préparais le marathon. C'est souvent, semi-marathon, c'est souvent synonyme d'intensité. Est-ce que, comme tu as dit que tu aimais les bambés, t'aimes pas ce travail d'intensité? Comment tu approches cette sphère-là, un peu les zones rouges, on va dire, de l'entraînement? Alors, oui, on pourrait croire que quand on fait des ultras ou des 80-90 km où ça marche beaucoup avec les bâtons, ça bâtonne et tout, on fait pas trop de vitesse. Et pourtant, je peux vous dire que voilà, j'ai 2-3 séances spécifiques par semaine avec de la vitesse. En tout cas, en ce moment, c'est le cas. Ça revient très souvent. Je peux pas dire que j'adore ça. J'ai appris à aimer, par contre. C'est vrai qu'au début, je m'entraînais tout le temps à la même vitesse. J'avais un peu deux vitesses. Hein, la vitesse un peu vraiment à râler pas crête où t'es un peu dans la contemplation, puis une vitesse un peu plus où tu te pousses. Et là, je suis quand même, j'ai appris à être polyvalente et à avoir plutôt 5-6 vitesses, quoi. J'aime beaucoup les séances de seuil en côte, les séances longues, voilà, où c'est un petit peu dur, où t'es plutôt dans la résistance. Je déteste les séances de VMA sur piste ou sur route. Mais quand même, Philippe fait pour que ça soit un petit peu plus... Voilà, le côté piste me fait vraiment quelque chose de particulier. J'ai l'impression d'être... qu'on me coupe une partie de mon corps. Enfin, je suis vraiment pas à l'aise sur une piste. Et du coup, il essaie quand même de jouer un peu, de me faire du travail en nature pour faire quand même développer ma vitesse de base. Parce que quand j'ai commencé, j'avais une VMA à 14 et demi. Puis maintenant, j'ai quand même une VMA aux alentours des 18 et demi, quoi. Donc, j'ai quand même été... une grosse progression, même si je suis loin d'être la plus rapide du circuit, on est bien d'accord. Mais je la travaille, en effet, mais je la travaille plutôt de façon ludique et avec même des changements d'allure dans certaines séances. Voilà, il peut y avoir de la VMA au début de la séance avec deux seuils différents dans une même séance de 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est vraiment ce type de séance que j'aime. Par contre, là, je me sens vraiment bien sur ces séances et je suis de mieux en mieux au fur et à mesure de la séance. Donc, un vrai diesel quand même. Okay. Mais oui, je le travaille beaucoup et j'ai quand même beaucoup de séances de course à pied, par contre. Je me disais, ça m'a fait penser à deux choses que tu viens de dire. La première, c'est que tu peux travailler ta puissance maximale aérobie en côte. Tu peux le faire en incliné si vraiment la piste t'es allergique. Et je suis pas très fan de piste, hein, j'en fais de temps en temps, mais d'un seul coup, quand tu fais 3 minutes en côte, c'est mieux que 3 minutes à plat. Et il y a plein d'athlètes où je leur mets des séances. Il y a un athlète qui me demandait récemment, ceux que j'entraîne, qui me disait pourquoi, par exemple, quand on est sur la piste, pourquoi tu mets des pyramides? Par exemple, des 1 minute, 3 minutes, enfin, des pyramides qui changent. Et je lui dis, en fait, ça change rien, c'est juste parce que c'est moins chiant. Ouais, c'est un peu plus ludique, quoi. Exactement, c'est ludique. Une pyramide, t'auras peut-être 13 minutes, 15 minutes de temps de travail. Ce serait exactement pareil que 15 minutes avec les mêmes fractions. Mais ça change, au moins, tu sais, là j'en ai fait une de 30, là j'en ai une de 1 minute, là j'en ai une de 2. Juste, tu varies, parce que tu peux péter un câble. Si t'aimes pas trop ça à la base, tu peux péter un câble sur piste, quoi. Ouais, puis après, il faut aussi réussir à développer les bons curseurs. Moi, je sais que j'ai 2 seuils qui étaient très proches, très hauts mais très proches. Donc, du coup, l'idée, c'était de les décaler. Alors, c'est sûr que là, s'appuyer sur un entraîneur qui sait exactement ce qu'il va vouloir travailler, quelle filière il va vouloir travailler, et puis qui connaît bien maintenant son athlète et qui va pouvoir s'adapter à aussi sa saison pour retranscrire sur trail ou sur des séances longues du travail de VMA ou de seuil. C'est le travail d'un entraîneur et en même temps, nous, ça nous dégage aussi au niveau mental et on va apprécier la séance tout simplement parce que c'est quand même aussi pour ça qu'on s'entraîne. Hein, parce que moi, j'adore ça. Et même s'il n'y a pas de dossard ou de gros objectifs de saison, je continuerai à m'entraîner tous les jours. Donc, je pense que je continuerai à travailler avec un entraîneur. Même s'il n'y a pas d'objectif dossard, quoi. Donc, ouais. Et ça arrive directement sur une question que je vais te poser. Tu as dit t'entraîner tous les jours. C'est quoi ta fréquence d'entraînement? Ça ressemble à quoi? Combien de fois tu t'entraînes par semaine, par exemple? J'ai quand même quasiment un jour de repos par semaine. Alors, sauf les périodes, on va dire, les grosses périodes d'été où là, par contre, c'est vrai que je peux enchaîner quand même pas mal d'heures. Je suis vraiment capable j'ai une bonne capacité d'enchaînement. Même si je pense que voilà, il y en a qui s'entraînent aussi pas mal, hein, mais je suis en plein aussi dans... moi, je suis assez jeune coureuse, hein, donc en fait, le volume, c'est maintenant quand même que je le travaille. Peut-être que plus tard, moi, je vois mon père, il a plus le besoin vraiment de faire beaucoup de volume pour travailler son endurance. Il l'a, et plutôt, lui, justement, il travaille plutôt le spécifique. Donc, en fait, il y a un temps pour tout. Mais on va dire que là, en ce moment, je suis plutôt entre 9, 10, 12 séances par semaine, avec vraiment un jour, 24 heures de repos
complet et ça me fait du bien et je suis vraiment comme ça dédiée à mon boulot. C'est les jours où je suis vraiment en consultation, où les journées sont quand même très fatigantes. Alors c'est sûr que c'est pas les journées de récup, voilà. C'est pas le dimanche, voilà, c'est pas de la récup, mais par contre je suis dédiée à mon boulot et s'il faut finir à 18h30, 19h, 20h, bah il y a pas de souci. S'il faut retravailler le soir sur l'ordi, il y a pas de souci. Voilà, t'es un petit peu moins dans la recherche un petit peu de tout refaire rentrer dans la journée, quoi. Puis il y a la vie de famille à côté. Mais voilà, c'est à peu près ça, entre 9 et 12 fois. Et puis par contre, je fais quand même beaucoup de courses à pied. Enfin, l'hiver, on skie beaucoup, mais là, bon, bah, comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de neige ici. Ouais, on a de moins en moins. Donc je suis quand même skieuse à la base et j'aime bien faire, voilà, du lundi au vendredi, les périodes d'hiver, de la course à pied. Un peu de musculation quand même, hein, 1 ou 2 fois dans la semaine. La muscu lourde, et pas mal de renfo aussi. La muscu lourde, dès qu'on peut l'arrêter, mais c'est vrai que ça me fait du bien, parce que j'aime pas ça, et je m'ennuie un peu, là, par contre, dans une salle de sport, mais en même temps, j'ai aussi voilà, des beaux moyens à Besançon. Il y a une salle qui est vraiment là dédiée à la performance, et ça permet quand même de rendre aussi les séances plus sympas. Et puis par contre, le travail de renfo, j'ai des routines de renfo que je fais régulièrement. Et après, je transfère l'été en vélo, mais c'est pas mon sport de prédilection. À un moment donné, je m'ennuie un peu, et puis voilà, je préfère courir. Donc, on va dire que 10 séances sur 12, c'est de la course à pied. Ouais. Et puis pas mal de muscu, comme je te le disais. Il y a pas mal de séances, voilà. Pour quelqu'un qui travaille à côté, ça fait beaucoup, mais c'est une grosse partie de ma vie, ouais. C'est une question que j'allais te poser concernant les sports que tu pratiques. Tu as dit le ski, mais pas beaucoup, le vélo, pas beaucoup, mais la muscu, il me semblait avoir vu sur ton Instagram, par exemple, que tu allais soulever et que tu étais plutôt dans une approche de force maximale, travailler lourd, c'est bien ça? Et ça, tu le fais presque toute la saison, régulièrement, dans le but de améliorer un peu ta carrosserie, comme tu as dit tout à l'heure? Alors non, on le fait pas toute la saison. D'ailleurs, l'été, je coupe complètement, parce que là, pour le coup, je fais quand même beaucoup plus de volume en courant, et d'ailleurs... il faut pas m'embêter trop avec des séances de muscu quand t'es dans la montagne pendant 1 mois, 3 semaines. Ouais, j'ai vraiment pas envie de ça. Mais par contre, je le fais beaucoup sur la période hivernale. Là, actuellement, non, parce que je sors quand même de blessures et du coup, on essaie aussi de pas faire les choses, voilà. Je travaille beaucoup sur du renfo global, là, de la pliométrie, voilà, du travail un peu d'ischio-genou. Mais par contre, pas de max pour l'instant. Par contre, ça va revenir là sur la période d'avril, jusqu'à mai, début juin. Et puis ça revient un petit peu sur la période d'automne. Enfin voilà, il y a des cycles comme ça. Après, il y a eu une saison où on n'a pas fait du tout de muscu lourde. Je perds moi en robustesse, je perds un petit peu en force et en résistance de force, que nous, ce qui nous importe dans l'ultra, c'est pas de courir... c'est courir vite et longtemps, ouais. Et quand même de garder autant que possible cette vitesse. Et en fait, ça, mine de rien, qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Il faut de la résistance musculaire et du travail de force, et avoir une déperdition de la force le moins possible. Et ce travail-là nous permet aussi, comme tu l'entends, à Besançon, il y a du dénive, mais non plus pas énormément. Et ça permet aussi des fois de pas forcément aller chercher des 1000, 2000 et de pouvoir travailler un peu en salle. Ça permet aussi de retravailler aussi ce excentrique, concentrique plus facilement aussi. Mais oui, j'en ai, voilà, dans l'année, elle est bien calée par rapport à mon planning et aussi en fonction des petits pépins physiques qu'il peut y avoir. Je referai un épisode là-dessus certainement, parce qu'il y a une nouvelle étude qui date d'il y a pas longtemps sur un marqueur qui nous intéresse en ultra, la durabilité. C'est un marqueur dont on parle de plus en plus. Et le coût, ouais. Et le coût énergétique. Et là, il y a un papier qui vient vraiment de sortir, il faut que je le présente dans les épisodes scientifiques, qui montrait que la force max, ça a amélioré la durabilité, qui est quand même une des choses qui nous intéresse vraiment beaucoup. Donc ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Est-ce que, on a parlé pas mal physique, est-ce que tu fais de la prépa mentale? Est-ce que tu en as eu besoin? Moi, je m'étais dit, j'ai cru voir que tu avais eu une diag assez difficile, au point de vue mental. Dans une autre interview que j'ai vue de toi, tu parlais de ne pas te laisser envahir par des pensées négatives sur l'UTMB. Est-ce que tu as eu besoin d'avoir recours à quelqu'un qui t'aide sur la partie mentale? Oui, alors pour être assez honnête, j'ai travaillé la partie mentale intégrée à une course. C'était les championnats du monde. Avec ma problématique de blessure, j'ai perdu un petit peu la confiance que j'avais acquis sur le début de saison. Je me sentais en très grande forme. Donc j'ai travaillé mentalement cette course pour me laisser... me reconcentrer sur le process et sur le schéma de course qui, dans l'environnement, on va dire, émotionnel dans lequel j'étais, il fallait vraiment que je travaille avec des clés mentales.
Mais en fait, ça s'est pas forcément reproduit parce que j'ai quand même, je pense, des bonnes habilités mentales et je suis vraiment quelqu'un qui est un peu dur au mal quand même, hein, faut le dire. Une capacité à aller loin quand même dans la douleur. Par contre, c'est psychologiquement et émotionnellement où j'ai toujours l'appui de quelqu'un, et c'est un psychologue du sport qui fait de la prépa mentale. Et en fait, on est beaucoup sur de la psychologie là, voilà. Le rapport au sport, le rapport aux émotions. La flexibilité psychologique, ne pas le laisser envahir par des pensées négatives, tout ça. Et en fait, ça c'est plutôt, pour moi, ça c'est plutôt proche de la psychologie. Et je suis une grande émotive et je peux vite perdre un petit peu des fois pied s'il y a des émotions fortes ou si j'arrive pas à faire la part des choses avec tout ça. Donc voilà. On travaille beaucoup aussi sur le sentiment de culpabilité que j'ai un peu du mal à gérer et qui m'accompagne depuis ma petite enfance. C'est un sentiment qui est très compliqué chez moi à vivre et du coup, voilà, c'est à travers dans le sport, forcément, ça a un impact aussi à un moment donné sur la performance et même sur le plaisir. Et c'est très intéressant. Vraiment, je me découvre et ça fait écho aussi un petit peu à ton passé, à tes histoires, à tes ancrages. Donc, c'est assez intéressant de se redécouvrir à travers ce schéma-là, où ça touche pas forcément le physique, du coup. Ouais, ok. Ouais. Est-ce que tu utilises des outils, quels qu'ils soient, pour suivre ton état de forme? Comment toi, t'approches Le je suis en forme, monitoring. je suis en forme, je le suis pas. Est-ce que tu utilises, je sais pas, un questionnaire, un VFC sur ta montre, sur ta Suunto, ou est-ce que c'est vraiment juste de la sensation, ton feeling le matin et tu vois ce que tu fais? Alors en ce moment, j'essaie de m'intéresser un peu au sommeil parce que j'ai vraiment des soucis un petit peu hormonaux qui impactent en fait mon sommeil. Donc j'essaie aussi de travailler autour de ça. Et du coup, ma forme, je vois qu'elle est quand même très dépendante de la qualité de mon sommeil parce que j'ai des problèmes liés à ça. Et par contre, après, le monitoring par rapport au côté physique et charge d'entraînement en vue de ma planification, il faut savoir que Philippe, il m'entraîne quasiment au jour le jour, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas de plan au-delà de 3 jours. Ça n'existe pas entre nous, la relation qu'on a, c'est au jour le jour pour monitorer aussi en fonction de l'état physique, l'état mental, l'état psychologique, tout ce qu'on a cité, parce que aussi je travaille, parce que aussi j'ai d'autres projets dans ma vie que le sport et que voilà, et ça marche très très bien avec moi et ça permet vraiment de prévenir pas mal de choses. Voilà, les blessures, mais aussi le surmenage et compagnie. Donc, on travaille avec des petits questionnaires par nos lieux, en fait. Hein, ça, c'est quand même très pertinent. Et après, par contre, je fais complètement confiance sur comment après, il faut adapter, modifier la suite en fonction de ça. Voilà. Après, sinon, tout ce qui va être variabilité de la fréquence cardiaque, tout ça, pas du tout, parce que comme je t'ai dit, je suis quand même tellement un petit peu, des fois, impactée au niveau de ma forme que je pense que ça aurait tendance à me freiner, alors que j'ai plutôt des fois des sensations qui sont bonnes et une variabilité qui va être un petit peu médiocre ou un sommeil qui a été médiocre et pourtant j'ai une bonne, voilà, ça va bien, donc je me fais plutôt confiance et après, c'est vraiment de la connaissance de soi et je sais quand il faut que je me repose. La flemme et la fatigue, quand même, je fais bien la distinction. Et par contre, moi, quand je suis fatiguée, c'est que faut vraiment que j'écoute ça parce que souvent, je suis déjà un cran au-dessus. Et voilà, c'est un petit peu tous ces signaux-là qu'il faut réintégrer, réinterpréter. Mais ça, c'est mon point faible, hein, c'est l'hyperproductivité et tous ces schémas d'aller des fois un peu trop loin. Bah voilà, j'apprends un petit peu de mes erreurs passées. Donc, j'essaie de mieux gérer tout ça. Okay. C'est marrant parce que la VFC, j'en étais très fan il y a peut-être encore 1 an. Au moins 1 an, j'en étais vraiment très fan. Et j'en suis vraiment beaucoup revenu avec un questionnaire de forme, comme tu disais, où maintenant je trouve qu'en plus, je couvre un peu plus de choses. C'est plus facile pour les athlètes. Et il y avait j'ai eu des athlètes demandeurs de VFC. Je leur ai dit, je te propose qu'on essaye le questionnaire d'abord, qui est super simple, mais qui est un peu validé. Et au final, je suis de plus en plus, je veux pas dire que je vais la mettre de côté, la VFC, c'est un super outil, mais je suis de plus en plus fan de cette espèce de questionnaire un peu ressenti. Après, je pense que ça peut être des outils quand même sur certaines, qui se complètent et sur certaines périodes de reprendre ces outils-là parce qu'il y a eu une discordance ou l'athlète il a un peu de mal à s'écouter ou parce que il y a des choses dans la vie qui fait que on revient sur des outils-là pour remettre un peu de la routine, de la compréhension, des mécanismes un petit peu et pas être en pilotage automatique et foncer dans le mur parce que c'est des fois aussi ce qui arrive dans nos continuums, hein, parce qu'on s'entraîne mais on s'entraîne toute l'année en fait et plusieurs années, plusieurs saisons, donc c'est énergivore, ça peut être traumatisant pour le corps, et puis on sait pas, hein.
que de la prépa à l'ultra. Enfin, c'est quand même un sport qui est aussi très récent. Donc, il y a encore, on a du mal un petit peu. Il y a des études maintenant qui se font à l'échelle d'un ultra ou à l'échelle de saison, mais il y a plein de biais. Donc, je pense que ces outils-là, c'est important de les connaître, de se les approprier, mais pas qu'ils rentrent dans du quotidien. Voilà, le quotidien, c'est l'entraînement, le sommeil, la nutrition, l'alimentation, et voilà, et c'est vraiment ça. Ça, par contre, c'est la clé. Ça, c'est vraiment la clé de voûte. Mais par contre, tout le reste, il faut que ça revienne, ça reparte. Et les data, c'est bien, mais des fois, trop de data, ça tue un peu l'intuition aussi, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et juste pour rebondir là-dessus, quand j'ai fait des épisodes là sur il y a pas longtemps, les auditeurs le retrouveront en ligne sur la charge d'entraînement et le surentraînement. Je disais, et mon invité l'avait confirmé derrière, que il faut réfléchir à ta charge d'entraînement en fonction de ta récupération possible. Ce qui compte, c'est pas la charge que tu peux te coller, parce que tout le monde, même avec des jobs énormes, on va réussir à coller des charges d'entraînement gigantesques, mais si t'en récupères pas, ça sert à rien. Il y a des gens qui vont dire, mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et je me dis, mais en fait, t'as pas compris que si tu vides ta batterie, il faut la recharger. Et si tu réfléchis pas à comment tu peux la recharger, ça le risque de pas passer. principe d'assimilation et de en fait, ça fait toujours les courbes de Gauss. Il faut toujours les refaire devant les gens pour que vraiment l'intégration, que la récupération, ça fait partie intégrante de tes phases d'entraînement, parce qu'à un moment donné, tu te désadaptes, tu te désentraînes, et c'est la descente aux enfers. Et alors, c'est pas irréversible, mais par contre, plus on est dans ce processus-là de faire toujours plus, et plus derrière, le temps de récupération, de faire reset et de recharger les batteries en profondeur, et ça prend du temps. Et ça, je m'en rends compte. Ça, je sais que ma saison l'an dernier, c'est vraiment parce que j'ai été gourmande sur 2023, puis que j'ai eu un état de forme qui était vraiment incroyable, que j'en ai payé les pots cassés l'an dernier, je pense, et je me suis quand même un peu cassé les dents avec un état de forme qui n'arrivait pas à revenir au niveau que je voulais et que je me connais à avoir, tu vois. Donc, et c'est la récupération. Le problème, c'est l'assimilation et la récupération. Et je suis un athlète très modeste, et beaucoup plus modeste que toi et que toutes les personnes que j'interviewe, mais je me suis blessé l'an dernier, et c'est pas pour rien. Je me suis blessé sur une phase où j'ai beaucoup trop chargé par rapport à ce que je pouvais récupérer. Bref, tu es végétarienne ? Oui. Tu es végétarienne. Alors, la NSES est d'accord avec toi, parce que récemment, ils viennent de publier un espèce de gros consensus. Il y a vraiment pas longtemps. C'est hyper récent, il y a quelques jours. Ouais, c'est ça, il y a quelques jours, je l'ai partagé hier, qui disait que, effectivement, c'est meilleur pour la santé à long terme. Alors, il parle de végétarien, pas de végétalien. Il y aura peut-être des consensus plus tard, mais pour l'instant, la littérature est plus tranchée sur végétarien. Est-ce que tu as fait ce choix pour des raisons éthiques, de santé, les deux, écologiques? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir végétarienne? Alors, c'est marrant, je m'attendais pas du tout à cette question. Alors oui, si je m'écoutais radicalement, je ne mangerais plus de poisson non plus, mais j'ai réintroduit en fait du poisson quand même dans mon assiette pour diverses raisons. Et puis j'arrive à trouver du plaisir maintenant à en consommer un peu. Après, c'est clair que on peut pas se nourrir que je pense, avec des niveaux d'efforts et des charges d'entraînement et tout ce que notre corps, en termes de besoins spécifiques, a besoin. On voit la calorie, mais on voit aussi tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, le végétalisme, pour moi, c'est pas sain. Par contre, pour moi, le flexitarisme, c'est encore mieux que le végétarisme. Après, moi, c'est vraiment par goût. Okay. Et ça fait très longtemps que je suis végétarienne. Je suis aux alentours de mes 8 ans, 10 ans, et j'ai vraiment eu une déconnexion totale avec ses goûts, puis le fait que ça soit aussi l'animal. Je me suis vraiment écoutée à ce moment-là, et en fait, plus ça avance dans le temps, et plus c'est vraiment, je sens que c'est pas pour moi. Okay. C'est pas des aliments qui sont faits pour moi, et surtout, c'est vraiment pas du plaisir, même à cuisiner, parce que mon mari en mange un peu. Je suis pas du tout exclusive là-dessus, je en fais un petit peu. Après cuisiner, c'est la base, et en fait on peut prendre du plaisir moi j'ai une variété dans mon alimentation, malgré pas mal de pans de sélectivité. Je mange très varié tous les jours, et je prends encore plus de plaisir à manger grâce au fait que quand tu excuses certains aliments de ton assiette, tu vas aussi découvrir les vertus d'autres, et t'es beaucoup plus curieux aussi à travers le répertoire alimentaire. Mais je le conseille pas à tout le monde, et si t'es flexible et si tu manges moins de viande, c'est ok aussi. C'est juste que moi, c'est le goût au départ, et après les convictions, on va dire, éthiques et environnementales renforcent mes choix qui, comme tu l'as vu, datent maintenant. Est-ce que
Alors ma question, je la trouve bizarre. Elle est écrite sur le papier, je la trouve bizarre parce que depuis le début, tu en as un peu parlé et du coup, j'ai l'impression que ta réponse, je l'ai pas trouvée, mais je la pose quand même. Est-ce que tu as réussi à peu près à trouver un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie sportive? Est-ce que tu es en train de le trouver? Comment? Parce que c'est pas facile d'équilibrer tout ça. Où est-ce que tu en es dans ce process? Eh ben, je ne l'ai pas trouvé. Parfait. Je cherche encore. J'ai besoin d'être freinée. Et en fait, je me rends compte que si on ne me met pas de cadre, je n'arriverai pas à m'en mettre un. Donc là, je vais tenter une dispo pour au moins mettre en stand-by une partie de mon activité qui est aussi une activité de salarié dans une équipe de passionnés qui met le travail et le soin en avant. Et du coup, quand tu es dans cette équipe-là et cette dynamique-là, tu peux que te faire, entre guillemets, avoir et avoir du mal aussi à te mettre des limites. Donc, en fait, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai rencontré... c'est un travail qui est fabuleux, mais c'est un travail qui colle pas du tout au jour d'aujourd'hui avec la vie que je me donne et la trajectoire que je veux prendre avec le sport. Donc, je préfère complètement arrêter sur une période, et je le reprendrai mon poste d'ici quelques mois, voire quelques années. Je vais voir quelle envergure prend ma dispo en fonction de quel goût a cette nouvelle entre guillemets vie. Et par contre, garder mon auto-entreprise avec mon activité sur le pan de la nutrition, sport, santé, c'est hyper important pour moi parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne me vois pas du tout être que pro. C'est plus qu'une histoire de je me sens pas légitime parce que pendant longtemps c'était non mais attendez, c'est pas une histoire de ça, c'est surtout une histoire de là, c'est mon équilibre, c'est comme ça. J'ai envie de donner aussi du temps pour les autres et dans l'accompagnement et dans la découverte et dans la rencontre. Et voilà, et je cherche et j'espère avant tout retrouver de la sérénité, diminuer un peu la charge mentale que j'ai, et voilà, et je pense qu'au niveau émotionnel et santé, ça ira aussi mieux pour à la suite de cette dispo. Donc réponse dans le prochain épisode, on va dire. Ça équilibre. Dernière question de cette partie sur ton entraînement, avant qu'on passe un peu à ton actualité. Est-ce que tu accordes une place à la science au sens très large dans ton approche? Autant d'un point de vue suivi de data, regarder un petit peu ce que tu as fait, tes fréquences cardiaques, des trucs comme ça, ou un peu les nouveautés publiées dans la nutrition, dans le sport. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent? Alors oui, beaucoup. Alors parce que je pense que n'importe quel professionnel qui travaille dans le sport ou dans la santé s'intéresse à la recherche et aux nouvelles actualités parce qu'en fait, c'est en perpétuelle mouvance. Notre sport, il est hyper jeune. Donc en fait, ce qui est dit il y a quelques années, on est amené à dire à nouveau différemment aujourd'hui et demain. Donc il faut avoir quand même une grande humilité et une grande curiosité intellectuelle et aussi être aussi en capacité de retranscrire sur le terrain. Parce que moi, je trouve que la force des personnes comme Philippe ou comme toi, c'est qu'il y a la théorie, mais après, c'est comment sur le terrain, j'en fais quelque chose, quoi. Et puis moi, pour la petite anecdote, c'est qu'on amène aussi, on fait des stages de trail, et aussi je suis aussi dans des DU et dans des donc moi je suis aussi dans la formation et dans l'accompagnement sur le terrain, et du coup j'ai à cœur de ce que je dis, de tout le temps le revoir, de tout le temps aussi rechercher, et je dis bien que c'est pas une science exacte, c'est pas une science juste. Par contre, c'est comment avec les échanges, t'arrives à ouvrir un petit à petit des portes et aller de plus en plus loin. Donc oui, j'ai des veilles, je m'informe. Alors avec le peu de temps que j'ai, mais j'espère avoir du coup plus de temps pour le faire et pour me former. Et j'aimerais beaucoup me former en micronutrition et physiologie de l'effort la fin d'année. Sur Poitiers. Alors, il y en a un à La Réunion, donc je me tente peut-être un petit peu d'aller là-bas pour allier l'utile à l'agréable, mais peut-être qu'il y aura une prochaine diag et ça pourrait être double projet, mais oui, c'est important, et c'est important pour tout professionnel de santé de garder une veille, et pour tout professionnel d'ailleurs qui va accompagner des gens dans une dynamique de soit de performance, soit de santé. Voilà, c'est mon avis. Qui est de toute façon lié, parce que performance sans la santé, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et tu parles du DU de Olivier Dupuis, c'est ça, de Poitiers? C'est DU, ça s'appelle alors c'est de la nutri, mais axé micronutrition et physiologie de l'effort. Alors par contre, je sais plus le nom par contre, à la base c'est Denis Richer
Il y a Anthony Berthoud qui intègre ce DU, il y a Denis Richer, Nathalie Boisseau, pareil, pas mal de grandes pointures. Et sur La Réunion, je me demande si c'est pas Éric Lacroix qui intervient. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais il a vu le jour, celui de La Réunion, cette année, hein, donc c'est tout nouveau. Mais voilà, riche d'enseignement. Et DU, ça veut dire que tu vas au bout dans l'approfondissement des choses, et je pense que j'ai besoin de ça aussi. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet épisode où on va parler un petit peu de ta diag et surtout de ta Hard Rock 100 qui approche tranquillement, on n'y est pas. Alors, j'ai pas envie de te poser trop de questions sur la diag parce que tu en as déjà parlé plein de fois, il y a plein d'interviews où donc les auditeurs peuvent aller retrouver, mais c'est quand même pas tous les jours que j'ai en face de moi quelqu'un qui a remporté ce monument, donc je me suis quand même autorisé 2-3 questions au risque de te faire radoter. Moi, il y a une question que je me posais quand même quand je t'ai vu partir sur cette diag après cette 20e place sur l'UTMB. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Pourquoi tu es parti sur la diag des fous? De la reconnexion. Okay. C'est pour ça que je cours. Moi, l'essence, c'est la connexion aux éléments. Que t'avais perdu? Peut-être un peu, parce que j'avais l'impression à l'UTMB que mon corps me lâchait, alors que j'avais fait un été où je prenais beaucoup de plaisir. J'ai pris un pied fou à être en montagne, à préparer cette UTMB. Comme l'année dernière d'ailleurs, enfin vraiment énormément de plaisir. Alors l'année dernière, par contre, coup de pas de bol, quoi. Mais là, l'UTMB, pas en grande forme le jour J, je le sentais. Je le sentais même la veille, hein. Franchement, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans mon corps. Je me sentais pas en forme. Et je pense que c'est ça, hein, c'est que le curseur du trop, à un moment donné, c'est pas parce que tu fais un mois off dédié à l'entraînement que t'as pas accumulé de la fatigue et que voilà, récupérer le boulot une semaine avant l'UTMB, puis d'être en se disant je vais penser à autre chose et c'est bien de reprendre un petit peu le boulot, le fil de ton. En fait, ça rajoute quand même encore du plus, toujours plus, quoi. Et je pense que j'étais pas en phase sur cette UTMB, et en fait à la diag, j'allais surtout rechercher de la reconnexion à mon corps, à mes sensations et à un environnement que j'adore et que j'attendais depuis longtemps, que j'avais un petit peu avancé au calendrier. Alors c'était aussi un petit peu un pari un peu fou de faire UTMB diag, parce que j'ai jamais bouclé d'ultra à 170 jusque-là, malheureusement avec 2 DNF qui s'avèrent un peu cuisants, parce que je me sentais dans un plaisir fou, mais mon corps m'a dit stop trop tôt. Une, c'était la blessure, puis l'autre, pas de chance, une gamelle, donc c'est pas de bol. Et puis aussi la transmission et un bon moyen aussi de passer du temps en famille et un peu des entre guillemets vacances organisées avec la course qui est oui au centre de tout, mais un bon moment aussi de fin de saison en famille. Donc voilà ce que j'ai cherché, du plaisir et de la reconnexion. Ouais. Est-ce que cette course, elle t'a appris quelque chose de fort? Est-ce que tu l'as retrouvée, cette reconnexion? Ou est-ce que là, on est à plusieurs mois après la diagonale, est-ce que tu as quelque chose de marqué un peu au fer rouge en toi? Elle t'a permis de passer un cap ou quoi? Alors, le premier ressenti quand je suis revenue de la diag, c'est que j'étais quand même très déçue. Il y a un gros sentiment de déception, et en fait la victoire, j'avais l'impression comme si c'était une victoire un petit peu c'est pas méritée, mais je me sentais pas avoir poussé les curseurs au bout. Pour 2 choses, c'est que la première, c'est que je suis quand même pas arrivée sur un départ en étant en pleine santé, un peu de la même façon qu'à mon UTMB, et que c'est pas en 2 mois que ça se résout. Donc ça, c'est pas vraiment l'image que je veux donner, mais en même temps, quand t'expérimentes pas, t'apprends pas sur toi. Donc j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça, déjà. J'avais une blessure qui était encore pas tout à fait remise. Par contre, en fait, cette déception, elle a laissé de la place à mais quand même, tu l'as fait. Et puis cette course, tu rêvais de la faire. Et je suis revenue quand même à re-questionner, mais en fait, pourquoi t'y allais, ton tout doux, quoi, ton télémotive. Mon père a abandonné, mais en même temps, il a pris aussi beaucoup de plaisir à me suivre et à être là-bas. Donc ça, c'était quand même hyper chouette. Et puis, moi, je suis allée quand même chercher aussi quelque chose au bout de moi-même, quoi. Et puis, il y a une arrivée qui a été partagée avec Eric Calavry, donc aussi un partage. Parce que tout le long de la course, j'ai été absolument toute seule. Et ça, j'avoue que ça a été un petit peu dur. Et c'est de plus en plus dur. Plus on est, je veux pas dire devant, mais j'aurais peur aussi que le trail, ça devienne ça un peu. C'est que plus on cherche des
de la performance et plus on peut aussi continuer à partager 4 heures avec quelqu'un et partager l'effort, hein. C'est pas parce qu'on cherche de la performance qu'on doit être figé dans son plan et dans sa tête et pas décrocher un mot et être en prise comme alors à l'UTMB c'est très difficile d'échanger parce que mine de rien t'es tellement concentré sur ce que tu dois faire au ravito, enfin t'es pas dans la perte de temps que en fait t'es vachement tout seul avec toi. Et là j'étais littéralement toute seule avec moi jusqu'à retrouver Eric. Et ça m'a fait du bien de partager cette ligne d'arrivée, même si j'ai perdu un peu de temps à la fin. Aléas, pépins de santé, aléas environnementaux, parce qu'on a eu de la boue à la fin qui était vraiment pas du tout ce qu'a vécu les premiers qui sont passés. Mais voilà, on s'est un petit peu agacé avec Eric et tout. On a perdu beaucoup de temps, mais en même temps, c'était super de se challenger et de passer cette ligne ensemble. Donc, ça m'a fait revenir un peu sur tu peux pas être un coup satisfaite de toi-même et c'est quand même un monument, t'as quand même gagné, et même si c'est pas le chrono de rêve et c'était pas la course pleine par excellence, t'as quand même bouclé la boucle et il fallait quand même la faire. Et voilà, j'arrive à être satisfaite de t'étais blessée, c'était quand même pas gagné, t'as vécu des hauts, des bas. Et t'es allé au bout de ça et là j'arrive à être pleinement satisfaite et à me dire que par contre j'y retournerai parce que je veux faire mieux, mais la vivre différemment. Et c'est quand même vraiment une course à part avec des choses qui se vident. Et là la connexion je l'ai eue à 200%, connectée aux gens, connectée à la nature, connectée aux émotions. Voilà, je me suis laissée complètement porter par tout ça et c'est cool aussi de lâcher prise, je trouve. Tu viens de dire une chose que je me suis notée et que je voulais aborder avec toi. Effectivement, j'ai repris tes points de passage et celui de toutes les concurrentes que tu as pu avoir sur cette course. Tu as vraiment été toute seule, en tête quasiment tout le long. En tout cas chez les femmes, même si tu as croisé certainement des concurrents. Oui, mais jamais très longtemps avec eux, malheureusement. Est-ce que là, tu prépares la Hard Rock et vous allez être 200 au départ. Je crois que dans mes souvenirs, c'est ça le quota. 146. Ouais. 146 au départ, tu vas y avoir des élites, mais tu vas certainement passer beaucoup de temps toute seule. Est-ce que tu es prête à passer ce temps seule ? Est-ce que ce que tu as vécu sur la Diag, tu penses que ça va te servir ? Ou au contraire, ça c'est devenu, comme tu l'as vécu sur la Diag, c'est devenu un peu une zone noire en disant ça c'est quelque chose qu'il faut que je prépare vraiment parce que j'aime pas trop comme tu viens de le dire. Elle est excellente ta question parce que c'est exactement pour ça que j'hésitais un peu, parce que la Hard Rock, en fait, moi ce qui me fait rêver dans cette course, c'est pas le côté intimiste, parce que moi j'aime la popularité du trail et en fait j'aime bien quand même quand il y a du monde. Après voilà, trop de monde et se sentir et pas s'y attendre et être surpris par ça et se sentir oppressé et pas dans la montagne et pas être dans la déconnexion aussi de ce qu'on recherche. Non, mais par contre tout le monde part derrière une ligne de départ avec les mêmes chances, on est au même niveau, élite, voilà. Et ça c'est génial et on le retrouve dans notre sport, c'est quand même cool. Et moi, ce côté intimiste un peu, où tu fais un peu partie, t'es 140 au départ, et puis tu fais un peu partie de la chaîne alimentaire, et puis qu'on peut avoir des heures et des heures entre deux, je me suis dit, alors c'est pas que ça me fait peur, mais à un moment donné, moi j'aime bien partager. Et en même temps, la Hard Rock, je sais aussi qu'il y a quelques concurrentes, notamment, qui ont à peu près le même niveau. Alors, j'espère en tout cas fouler quelques bouts avec Katharina notamment, parce qu'on a des bons moods. Et j'espère en tout cas partager cette course. Après, le point qui me fait aller là-bas, c'est parce que je suis déjà allée dans le Colorado et j'ai vraiment envie de courir là-bas et de ressentir cette ambiance et de préparer l'altitude et de voir encore à nouveau ce que je suis capable de produire en termes d'efforts avec tous ces aléas qui sont quand même aussi un peu stressants, mais en fait hyper excitants. Et puis on n'est pas tout seul parce qu'on a la chance d'avoir un paisseur. Et j'avais très peur que mon père ne m'accompagne pas et qu'il me dise non, mais il a accepté le projet. Et voilà, en fait, la moitié de la course, je serai accompagnée avec mon père. Alors, il y a rien de plus beau, quoi. Et lui qui a mis son ticket moult temps, je me suis dit, au moins, il pourra vivre une Hard Rock. Alors, en tant que paisseur, mais au moins à deux, partager ça va être top. Et puis, il y a mon mari qui sera là pour l'entourage, l'accompagnement, l'assistance, voilà. Moi, j'ai besoin de ça. J'aime partager et vivre ces émotions à travers l'assistance, même si je comprends que certains veulent que ça devienne de l'autonomie ou de la semi-autonomie. J'entends ça, mais en même temps,
on vivrait pas les mêmes choses et on partagerait pas les mêmes. Et le rôle aussi de la famille, de l'entourage, des amis, quand ils ont un rôle à jouer à travers ces sports, c'est quand même cool, quoi, aussi. Et puis, j'ai envie de dire, moi, franchement, je peux entendre n'importe quoi en tant que préférence de pratique du trail. Le trait tout seul, le beaucoup de monde comme l'UTMB, j'adore. Le trait tout seul, j'adore et je préfère. Moi, j'ai envie de dire, quand tu regardes le calendrier trail en France et encore plus dans le monde, t'as toutes les courses que tu veux. Enfin, c'est pour ça, il y en a pour tous les goûts. tu peux aller chercher des courses avec énormément de monde si c'est ce que tu veux, des supporters tout le long comme l'UTMB. Germain, il le disait dans l'épisode que j'ai avec lui sur l'UTMB, il disait il y a du monde vraiment quasiment tout le temps sur l'UTMB. Tu peux aller chercher des courses comme, moi j'aime beaucoup, très sauvages, où tu croises quasiment personne, mais c'est juste une préférence. Je veux dire, il y a du choix pour tout le monde. Complètement. Et même dans une même saison, pour un même individu, on peut aussi chercher à se challenger avec un championnat du monde, championnat de France, chercher de la compétitivité sur des courses comme les World Series UTMB, les Golden Trails. Il y a plein de circuits, il y a plein de... Et dans des courses un peu plus intimistes, avec des petites organisations, dans des paysages à couper le souffle. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et après, on peut être aussi... comme ci ou comme ça, où on peut aussi construire ses saisons en fonction aussi des moods qu'on a dans la saison, en fonction de nos appétences, pour le monde ou pas, la compétitivité ou pas. Et après, il n'y a pas de jugement à avoir. Enfin, chacun aussi en fait pour... voilà, il y a de quoi faire, il y a personne qui peut se marcher dessus, et en même temps, l'essence... Pour tout le monde, c'est la même chose, on y va pour prendre du plaisir, donc peu importe le niveau et le résultat, en fait. Ouais, on part dans de la philosophie, là. Non, mais je suis d'accord avec toi. On revient sur un peu plus terre à terre. Ouais. Comment tu l'approches, cette préparation à la Hard Rock 100 ? Est-ce qu'elle est déjà vraiment commencée ? Est-ce que pour l'instant, tu essaies de reculer le moment où tu travailleras en ayant vraiment en tête la Hard Rock 100 ? Comment ça se passe ? Alors c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt un peu au jour le jour parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y avait ce projet de dispo qui a pris pas mal d'énergie, où j'avais du mal à me projeter, en fait. Donc j'étais un peu plus au jour le jour, même en termes d'entraînement et de prépa. Donc c'était un petit peu les objectifs de course préparatoire, le SMI comme tu as entendu, regagner en vitesse, reprendre confiance en son corps, resoigner les petits pépins. Enfin, j'ai vraiment pris les choses un peu au fur et à mesure pour pas trop me projeter sur une potentielle hard rock avec des choix professionnels et sportifs à faire. Donc j'ai déjà construit mon calendrier de course et là je suis un peu dans à cocher un petit peu les cases prépa physique, prépa tous ces enjeux, toutes ces briques qui doivent construire ma saison, parce qu'en fait tout ça qu'on parle de métier, de famille, d'entraînement, de psychologie, c'est nos saisons, c'est un tout. On est systémique et ça c'est quand même hyper important de l'avoir vraiment intégré. Donc par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a prévu des blocs d'altitude, parce que moi c'est vrai que je sais pas trop comment je réagis à l'altitude. Je refuse, et ça c'est mon éthique et mon problème, je jette la pierre sur personne, mais je refuse d'aller en chambre hypoxie ou faire de la chambre hypoxie ou dans des salles hypoxie, alors que j'ai cette possibilité avec le centre d'entraînement que j'ai à Besançon de le faire, mais je ne peux pas, c'est vraiment plus fort que... ça. Donc j'irai à fond romeu avec des copines préparées. Je vais faire une course en Andorre en plus en fin de prépa altitude pour faire un bloc d'entraînement. On a aussi des blocs un petit peu plus spécifiques parce que je sais aussi que l'altitude demande aussi plus de besoins énergétique, nutritionnelle, et je sais que j'ai problème à manger quand même en course, donc je prépare aussi ça. Ça fait partie intégrante de mes entraînements longs en ce moment. Donc deuxième plan. Et puis le troisième plan, c'est un peu toute la prépa un peu spécifique à retrouver de la sérénité et un mode de vie qui va me permettre aussi d'assimiler des entraînements qui vont être de plus en plus amples. Donc là, pour l'instant, on reste quand même sur une charge d'entraînement plutôt un peu plus serrée, en se basant plutôt sur de la vitesse et puis, et comme j'ai dit, remettre de la musculation. Et soigner aussi un petit peu mes petits pépins physiques et travailler aussi sur la bioméca, sur actuellement... ma bioméca, elle est comme ça, mais après, tant d'heures, 10 heures, 15 heures, on voit que mes pépins physiques qui arrivent sur des UTMB, sur une diag, c'est pas non plus pour rien. Donc, je travaille aussi avec un médecin qui est aussi spécialisé un petit peu dans tout ça, en lien avec mon kiné, pour
qu'est-ce qu'on travaille aussi un peu en routine de prévention et qu'on ne sait pas aussi sur ma bioméca au bout de tant d'heures d'entraînement, voilà, de tant d'heures d'effort, pardon. Parce que, au bout de 80 km, on sait que ça va. De 120 km, on sait que ça va. Par contre, moi, je sais qu'au bout d'une certaine... Voilà, c'est comme si mon corps, il lâchait un peu avec des compensations au niveau du psoas, au niveau du genou qui se passe. Et ça, c'est pas normal. C'est juste que c'est un bioméca qui est comme ça. Mais du coup, j'essaie aussi de comprendre un petit peu ça pour que ça intègre aussi ma prépa en vue de la hard rock. Parce que la hard rock... 10 000 mètres de dénivelé positif, quasiment... Alors, les Américains ont vraiment le juste de l'ultra, 169 km, c'est pas 175 ou 180 comme à la Diag, où ça approchait les 180. Ils sont assez justes, assez cartésiens, mais du coup, j'ai besoin aussi de mes points faibles, mes vulnérabilités. Là, je veux pas faire l'autruche et je veux vraiment essayer de travailler autant que possible mes points faibles et mes points forts. Ouais. Voilà, donc, et se laisser du temps pour ça avec cette dispo qui démarrera en avril. Donc, voilà, un petit peu, les prochains mois vont être chargés, même s'ils ils se déchargent en certaines choses, ils se rechargent avec des beaux projets. Tu l'as dit, l'altitude, ça va être la difficulté numéro 1 sur la course, en dehors du fait que tu vas devoir faire 10 000 mètres et 169 km. Là, tu as parlé de Font-Romeu. Est-ce que tu as également prévu d'aller sur place longtemps à l'avance, comme on le voit, pour continuer de t'acclimater, ou est-ce que ton emploi du temps ne le permet pas ? Oui, alors pardon, c'est vrai que c'est tout à fait ça, c'est que j'intègre aussi l'avant-course. Je pars 3 semaines avant là-bas. Alors, dans un premier temps, pour vraiment être... dans le milieu, moi j'ai besoin vraiment de m'imprégner un petit peu des lieux et j'aime pas trop arriver au dernier moment, même si je sais que mentalement, psychologiquement, quand on est très stressé, ça fonctionne. Mais là, j'ai vraiment besoin de m'imprégner un peu, comme à la Diag, ou de découvrir aussi les lieux. Nous, on aime bien aussi le côté culturel et tout ça. Donc là, d'arriver sur place, de s'acclimater avec un premier tour sur la hard rock, sur le parcours de la hard rock, en étant vraiment en très 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 basse intensité. Tester justement un petit peu mes besoins en boisson, en énergie. Je vais essayer d'ici là d'augmenter un peu petit à petit la part de glucideurs et la part de boisson parce que je suis quand même très très basse. Actuellement, je suis plutôt aux alentours des... la Diag, j'ai calculé 28 grammes en glucides. Autant te dire que une petite marge sans avoir compté le fait que j'ai été malade, donc j'ai pas tout gardé dans tout ça malheureusement, mais 28 grammes, le mieux de l'année dernière, c'était moins de 15 grammes. Tu vois, donc il y a quand même gros plus, merci NAC, parce que grâce à eux, les produits sont quand même très palatables et me plaisent, donc j'arrive petit à petit à absorber de plus en plus, mais bon, ça c'est des problématiques qui sont un peu plus digestibilité, et puis envie, le fait à un moment donné d'avoir ce plan et puis de pas lâcher, et puis l'hydratation, parce qu'en fait, qui dit aussi haute altitude, dit besoin énergétique, mais aussi hydratation. Et voilà, c'est aussi, encore une fois, prévenir des pépins physiques, ça demande aussi à faire les choses correctement. Donc, premier parcours à basse intensité, acclimatation, et après je vais retourner sur des sections du parcours avec mon père pour que lui aussi s'imprègne un petit peu, voir un peu la section qu'il a dans l'accompagnement. On a une phase justement, ça se perd chez la famille Board, donc c'est aussi pour être sûr que on connaisse bien un petit peu les lieux, pas comme dans notre poche, mais d'avoir quand même un petit peu les sentiers et une idée du parcours. Et puis après, ça sera là vraiment une période d'affûtage, j'espère un petit peu plus longue que d'habitude. Moi, souvent, je coupe 10 jours, une semaine avant, et ça diminue, mais je continue à garder quand même pas mal d'entraînement. J'ai besoin de ça. Là, on va essayer de faire... comme l'année dernière, j'avais fait une grosse période d'affûtage avant l'UTMB, ça m'avait bien aidé. Là, à la Diag, on a fait pareil. Alors, j'avais un état de forme, malgré les pépins physiques, qui était vraiment très bon en la Diag. Donc, on va essayer de remettre aussi les choses qui fonctionnent avec mon entraîneur, se servir de ça pour l'inconnu, là, qui est altitude. Parce qu'en fait, le gros inconnu là-bas, c'est l'altitude. En dehors de ce que tu as mentionné au préalable, à savoir le travail actuellement de points faibles que tu as remarqués qui apparaissent avec la durée de la course, est-ce qu'il y a des choses depuis ta Diag qui ont changé pour ta prépa hard rock ? Des points où tu t'es dit, ça, il faut vraiment que je le retravaille, ou comme ça a marché sur la Diag, tu risques de répéter un peu le même schéma, parce que c'est un ultra en dehors de l'altitude qui partage quand même quelques points communs. Bon, les bâtons en moins. Ouais, alors moi, je considère que jamais rien n'est acquis. Moi, la vitesse, j'ai besoin de la retravailler plusieurs fois dans la saison. On fait des rappels de vitesse. Les bâtons, Philippe, il rigolait parce que cet été, je lui avais demandé, j'étais à Val Thorens, et je lui avais mis un message un jour en disant
faut vraiment que je retravaille de la marche, de la course avec les bâtons, pas de la marche, mais de la course avec les bâtons, parce que je sais pas, je me sens, je sens que en marchant, je suis moins. En fait, j'avais besoin de retravailler de bâtonner en fait, mais en courant. Et là, il m'a dit, mais en fait, si on est à des points de détail comme ça, où tu sens que c'est le travail avec les bâtons qui pêche. Alors, il me fait totale confiance et il sait que je me connais bien aussi et il sait une grosse autonomie aussi par rapport à ça. Donc, c'est super de travailler comme ça. On est vraiment en lien étroit. Mais voilà, en fait, j'ai besoin moi de faire des rappels à chaque fois et je considère jamais que rien n'est acquis. La muscu, elle revient plusieurs fois dans l'année parce que je perds en robustesse, je sens que et que les petits pépins physiques, quand ils reviennent, c'est aussi parce que on est en perpétuelle mouvance et quand on travaille plus à un moment donné sur du volume, on perd un petit peu en d'autres qualités. J'entendais, Blandine est une amie quand même assez proche et Blandine, quand elle a travaillé aussi beaucoup son aérobie pour l'UTMB parce qu'elle se connaissait pas sur ultra, elle a perdu un petit peu en vitesse et en fait, elle s'est rendue compte cette année que autant oui, elle avait gagné en heure, en résistance, mais par contre, elle a perdu sur ses qualités premières et elle a besoin de les travailler aussi. Donc ça, c'est important, c'est que sur une saison, refaire des rappels, refaire des travails spécifiques et d'avoir un petit peu des entraînements types un peu qui reviennent comme ça pour ceux qui s'entraînent seuls ou pour ceux qui sont monitorés par un entraîneur. Faut pas hésiter à le dire, à dire ce que vous ressentez, parce que moi, le bâton, il me disait, tiens, qu'on va retravailler sur le bâton alors que t'as passé ton été en montagne. Parce que je sentais que j'étais moins efficiente et que j'avais beaucoup couru en montée et tout et qu'il fallait que je retravaille cette marche-course pour la diag. Manon, on approche de la fin de ces questions. J'en ai déjà enlevé. Pipelette. Non, mais j'en ai déjà enlevé et j'en aurai encore 1h30 de questions à te poser. Mais je te propose que déjà on mette un première clôture ici. Enfin, qu'on s'en approche en tout cas. Avant ça, il y a une petite partie que je veux aborder avec toi. La partie Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un partenaire du podcast Quoi Mieux pour la saison 2. Et les auditeurs ont fait remonter quelques questions. J'en ai sélectionné. Ok. J'espère que c'est pas trop redondant, mais il me semble que ça n'a pas encore été discuté sous cette forme-là. Alors, t'es la fille de Patrick Boire. Bon. Quelqu'un un peu connu dans le milieu du trail, qui par exemple fait 25 heures à l'UTMB en 2024, qui a gagné plusieurs ultras dont le Tour des Géants. La question que j'ai appréciée et que j'ai sélectionnée, c'était pas tant dans qu'est-ce qui t'a transmis, c'est plutôt quel poids ça a pesé sur tes épaules quand tu portes le nom de Board et t'es attendu sur les courses, parce qu'on sait ce que ton père performe, mais est-ce que toi, un jour, ça a représenté une pression d'arriver et de porter le même nom en disant c'est la fille de Patrick, Manon elle va performer, alors que peut-être que tu le savais pas? Aucun. Ok. Absolument aucun poids, dans le sens où déjà j'ai jamais ressenti une pression de par lui, mes parents, à travers ce que il m'a transmis. Mais en fait, ce qu'il m'a transmis, c'est le goût de s'entraîner, le plaisir d'être dehors. Enfin, mes parents m'ont transmis ça. Ma maman, elle est aussi voyage, culture, et en fait, la curiosité. Et après, on m'a jamais retranscrit. J'ai jamais ressenti ça aussi à travers Oka. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, ton père était chez Oka, t'es rentré chez Oka. Ton père il a fait l'ultra, tu vas faire le Tour un jour. Non, en fait, c'est pas. Moi, j'ai pas envie de faire les courses qu'il a fait, mais par contre, c'est vrai qu'on vit pour les mêmes choses parce que tu vis. On a vécu des choses en montagne ensemble. Il me partage des fois des anecdotes de courses, des paysages qu'il a vus. Forcément, ça me donne envie aussi de découvrir, mais ça veut pas dire que je vais faire les courses qu'il a fait et lui, il va pas faire. Équipe de France, il a jamais fait des courses plus courtes. Il aime pas trop aller se casser les dents sur plus court, alors que moi, j'aime bien aussi aller un petit peu des fois sur du plus court, ou toi, le semi-marathon, jamais il aurait mis des chaussures de route, mon père, donc j'ai jamais senti ce poids, mais je suis très fière de mon nom, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai gardé aussi, Board Caillé, je suis vraiment fière de mon nom, mon patrimoine génétique, merci des bons gènes aussi, mais il y a beaucoup de travail derrière, et on est des laborieux, chez les Board, on est des besogneux, donc il y a aussi beaucoup de travail de l'ombre. Faut pas croire que c'est que le pédigré, franchement, ça serait très simpliste de dire ça. Mais non, aucun, et j'espère que vraiment, en tout cas, ça continuera comme ça. Je pense que maintenant, c'est pas qu'il y a une passation, mais ce qui est beau maintenant, en fait, c'est qu'on commence à avoir un niveau qui se rapproche. Et vraiment, et peut-être qu'un jour, le niveau,
je vais passer devant et c'est pas du tout quelque chose que je recherche. Moi, autant que possible, tant qu'on peut courir l'un à côté de l'autre et pas l'un derrière l'autre, ça me va. Et même si encore, je suis quand même assez souvent encore derrière. Quand il est en forme, c'est pas évident de le suivre. Donc il a encore un état de forme qui est incroyable. Donc moi, il m'inspire, mon père. Et j'espère à 60 ans avoir le même, la même forme et toujours la même envie et la même rigueur qu'il met à l'entraînement parce qu'il en met encore beaucoup et il s'entraîne encore lui tous les jours et ça berce la vie du chauffe-eau et de mes parents. J'en prends une petite deuxième qui m'a plu et on terminera là-dessus. Équipe de France, ça te fait rêver d'y retourner ou tu l'as vécu et t'as tourné la page et maintenant il y a d'autres choses qui te font rêver? J'aurais jamais cru intégrer un jour l'équipe de France. Alors moi, j'ai toujours rêvé secrètement de faire les Jeux Olympiques en judo. Ok. J'étais vraiment complètement... les jeux, quoi. Par contre, c'est vrai que dans le trail, là, les jeux, je sais pas trop quelle envergure ça aura et... Donc bof. Par contre, porter le maillot, ça a été fou. Et en fait, j'y suis allée un petit peu sur un coup de bluff parce que, encore une fois, grâce à Philippe, qui me dit quand même, t'as passé quelques bonnes séances, t'as quand même vraiment progressé. Alors moi, c'est vrai que ce qui m'a surpris dans ma progression, c'est qu'en très peu de temps, j'ai vraiment eu une progression linéaire, donc assez surprise de pouvoir faire partie du collectif France, mais aussi pouvoir courir avec des athlètes que quelques années en arrière, je regardais avec des grands yeux en me disant mais c'est vraiment un athlète. Donc c'est vraiment grisant et en même temps ça me fait je suis satisfaite de ça. L'équipe de France c'est vraiment un magnifique passage. J'espère pouvoir le réintégrer, même si c'est pas une fin en soi et que moi c'est plutôt des courses environnement qui me font rêver et des fois ça colle pas toujours un petit peu à l'environnement et à ce que ça me renvoie du trail en tant que tel dans l'aspect parcours, environnement du sport. Mais maintenant, on arrive à avoir une équipe de France où il y a des gens qui sont très performants, qui sont aussi très polyvalents. Quand on voit les crosses, il y a plein de personnes de l'équipe de France qui performent. Et quand on voit maintenant sur ultra, certains de l'équipe de France qui font partie des meilleurs mondiaux en ultra, donc des gens qui sont plus des randonneurs, mais des vrais coureurs à part entière. Donc c'est vraiment un collectif de haut niveau. Après, j'espère un jour pouvoir reporter le maillot, mais comme je dis, c'est pas. J'ai vécu des belles choses. J'ai vécu, je pense, les plus belles émotions avec une médaille d'or double en équipe et puis une médaille de bronze en individuel. J'ai pas prétention à aller chercher mieux, mais si la place, si c'est possible, parce qu'on estime que j'ai ma place, ok. Par contre, je veux prendre la place de personne et cette année encore, je pense qu'il y aura encore un beau vivier et une belle équipe de France, c'est certain. Super. On va conclure avant de passer à la partie Patreon pour les abonnés, mais déjà pour la partie tout public, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un objectif à long terme qui te fait rêver? La durabilité. Okay. Tout simplement. Ouais, je veux durer en santé. Voilà. Est-ce que tu as un conseil ou un message que tu aimerais que les auditeurs retiennent de toi? De moi, non, mais par contre, ce que je peux leur dire, c'est que tout est possible. On est capable de faire des grandes choses. Alors déjà pour soi, si c'est pas dans une dynamique de santé et que si c'est dans une dynamique un peu de développement personnel ou de reconnexion à soi ou à la nature. Faut pas des fois hésiter à faire des virages à 180, que ce soit dans le mode de vie, van life, découverte du trail. Et le trail, en fait, est un bon outil pour ça, je trouve, d'avoir un mode de vie sain dans un corps sain et de faire des fois des virages autour du monde, des virages parce que la vie qu'on a pris n'est plus quelque chose qui nous épanouit et dans lequel on se sent vivant. Mais en tout cas, faut pas hésiter à chaque fois questionner un petit peu les motivations et parce qu'on est en perpétuelle évolution et c'est pas parce qu'on a 20 ans, 30 ans, on continue à s'enrichir et à évoluer. Donc je pense que à un moment donné, ça a pu être dossard, à d'autres moments, c'est plutôt des off et un jour, ça sera peut-être d'autres sports. Faut pas hésiter à être en mouvement, à travers soi et la pratique. Donc, oser tout simplement se questionner.
On peut suivre tes aventures sur Instagram, par exemple? Un petit peu, je vais essayer d'être un peu plus, on va dire, dans le partage, parce que j'aime partager. Là, j'ai un peu été en mode off à cause du temps. Et les écrans et les réseaux aussi ont leur côté un peu plus, des fois un peu plus sombre, je trouve. Mais j'essaie de le faire, et en tout cas, avec ma patte à moi, je voudrais pas que quelqu'un le fasse pour moi. Donc, je continuerai à partager. Merci beaucoup Manon pour toutes tes réponses. Ouais, merci à toi. J'espère qu'il y aura un épisode 2 post-hard rock. Non, je suis ravie de t'écouter. C'est vraiment qualitatif que tu fais. Continue comme ça, continue sur ce beau projet. Eh ben écoute, je vais essayer. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Manon Board. Tout d'abord, je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Comme Manon et moi, on aime passer de longues heures en montagne et qu'il faut bien se ravitailler dans ces cas-là, cette semaine, je vous invite à découvrir les Energy Unit Drink en sachet individuel. Il s'agit de recharge facile à transporter pour remplir nos flasques facilement, n'importe où en montagne, et bénéficier du ratio maltodextrine-fructose à 1,08 de cette boisson d'effort. Le lien vers ces sachets individuels est en description de l'épisode. Je remercie également à nouveau les 3 autres partenaires qui rendent cette saison 2 possible, Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Manon, où on parle de ses expériences sur l'UTMB, et des séances d'entraînement en navette, utiles pour les coureurs vivant en plaine ou en montagne. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois. Si ça vous intéresse, le lien vers le Patreon est en description de l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un Scientific Day partie 1 sur les épreuves d'effort, ces tests en endurance qui vous permettent de calibrer vos entraînements et, soi-disant, de prévenir les risques d'accidents cardiaques à l'effort.